Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux, ça fait plaisir. Je vais laisser tout de suite la parole pour pas qu'on perde de temps à Madame Chassin qui représente le directeur général, qui s'excuse de ne pas pu avoir venir, mais il a eu un empêchement de dernière minute. Et après, on va enchaîner sur le programme qui est chargé. Donc, on va faire en sorte de respecter ce programme et les horaires pour éviter de déborder comme nous l'avions fait l'an dernier. Bonne soirée à tous. Marche ? Ah oui, c'est bon. Donc bonsoir à tous. Je ne vais pas me mettre derrière le pupitre parce que je suis trop petite. Après, je suis cachée derrière l'écran. Merci à tous d'être venus pour cette deuxième soirée de l'innovation et de la recherche en santé au CHU de Nice. J'ai noté que c'était le 25e anniversaire de la création de la DRCI cette année, qui a été créée en 1993 donc par Pierre Lilly et qui a été dirigée pour la première fois par Nathalie Ronzière, qu'on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui et qui va nous expliquer un petit peu la genèse de cette direction. Alors, 25 ans à l'échelle humaine, c'est un quart de siècle, c'est la fin de l'enfance, la fin de l'adolescence, le début de la maturité. Il faut assumer ses choix, on doit prendre son destin en main. Et finalement, c'est peut-être un peu ce qui nous attend aujourd'hui avec les projets que nous portons avec l'Université Côte d'Azur. Puisqu'il est question en ce moment de réfléchir à l'avenir hospitalo-universitaire de la santé dans le cadre des grands établissements que sont en train d'expérimenter les universités. Et nous avons la chance au CHU de Nice d'être le seul CHU de France qui est dans une commu universitaire, commu porteuse d'un IDEX, une initiative d'excellence, et ce qui nous offre une formidable opportunité de construire le modèle de coopération hospitalo-U de demain, du 3e millénaire. Donc c'est en soi un projet d'innovation et de recherche. Ça va nécessiter la mobilisation de tous, et beaucoup d'hommes et de femmes en particulier, puisque c'est finalement nous tous qui allons dessiner ce que pourrait être le futur modèle hospitalo-U de demain. Donc 25 ans de DRCI, 60 ans de création des CHU avec les décrets de 58. En fait, nous sommes aujourd'hui, à l'heure du 25e anniversaire, aux portes d'un avenir qui s'annonce prometteur et pour lequel il nous reste tout à construire. Donc, c'est sur ces mots que je vous dis merci d'être tous présents. Et puis que je vous souhaite une bonne soirée d'innovation et de recherche et que je vous souhaite un joyeux anniversaire à la DRCI. Donc je donne la parole tout de suite à Madame Ronzière, qui est la première directrice de la DRCI, qui a monté cette DRCI en 1992. Un an avant les 25 ans. Bien, bonsoir à tous. Merci de cette invitation, Eric. Merci aussi à vous tous. J'ai beaucoup de plaisir à être là pour fêter cet anniversaire. C'est toujours sympathique de revenir dans un établissement où on a passé de très nombreuses années. On a beaucoup rouler ses guêtres avant de partir ailleurs, mais pas très loin. Alors je vais vous dire 2-3 mots d'histoire et puis quand même aussi et surtout du futur parce que c'est finalement le plus important. Alors l'histoire, elle a commencé en 1992 dans le bureau du directeur général de l'époque qui s'appelait Pierre Lilly et qui m'a fait venir en me disant, vous savez, le ministère de la Santé vient de nous donner de l'argent pour mener des projets de recherche. Il y a une somme relativement importante et on a besoin de quelqu'un qui puisse assurer la mise en œuvre administrative de ces projets et puis surtout le suivi budgétaire et financier parce que c'était des crédits transversaux sur plusieurs directions. Donc il m'a dit j'ai besoin de quelqu'un qui suive tout ça et puis ce serait bien qu'avec quelques médecins vous arriviez peut-être à construire quelque chose pour structurer un petit peu la recherche. Ces crédits, c'était les crédits du premier PHRC.
Alors Nice avait été dans une situation un peu particulière, on pourrait dire presque un peu délit d'initié, parce qu'on avait à l'époque un PUPH qui était un biologiste, qui était aussi responsable de laboratoire de recherche, qui s'appelait Alain Bernard, et qui était à ce moment-là conseiller du ministre de la Santé de l'époque. Donc il était bien placé, il était au cœur du sujet, il avait beaucoup milité aussi pour que ce type de financement soit dégagé, et donc il avait un peu la primeur, donc il avait pu dire à ses équipes, il avait pu donner l'information, ça fait un peu dinosaure, mais il n'y avait quand même pas la messagerie électronique et la facilité de communication qu'on a maintenant. Donc il avait passé l'information à ses collègues, et puis il avait dit, il y a des crédits qui vont sortir, préparez-vous. Donc on avait eu pas mal de crédits. Donc, on prend cette fonction, cette mission. Et puis, quelques mois après, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, le PHRC, si ça allait être reconduit ou pas. Et effectivement, le projet a été reconduit. Alors maintenant, avec le succès qu'on lui connaît 25 ans après. Et puis, donc, la deuxième année, rebelote, Nice remporte encore un certain nombre de projets. Et on s'est retrouvé comme ça en quelques mois avec 7 projets, plusieurs millions de francs, c'est des francs à l'époque. Et puis, voilà, l'aventure a commencé comme ça, avec les premiers recrutements. La première recrutée a été Sandrine Guglielmino. Je ne sais pas si je l'ai pas... Voilà. Je ne l'avais pas vu. Voilà, donc a été Sandrine Guglielmino. La seconde a été Sylvie Malherba. Et puis la troisième, peu de temps après, Cynthia Girand. Et voilà, l'histoire est partie comme ça, avec des crédits, avec une organisation. Donc on a les premières années, bien sûr, travaillé sur la gouvernance de cette structure, qu'on a assez vite dénommée délégation à la recherche, avec la mise en place du conseil scientifique, avec la mise en place des organes, et puis aussi du modèle économique et financier, parce que l'objectif, c'était que cette délégation à la recherche, elle ne coûte pas un centime au budget hospitalier, au budget destiné aux soins, à une époque où il n'y avait pas de mairie. Donc elles ont été créées à Nice, on a créé les comptes recherche, qui ensuite ont été repris dans pas mal d'établissements, et puis donc ce modèle économique avec des recherches de financement, aussi bien les financements de l'industrie que des financements à travers des appels à projets, et puis on est allé chercher beaucoup d'argent auprès de beaucoup de financeurs publics et privés, de l'AFM, etc., pour construire des infrastructures, l'unité de thérapie cellulaire et génique, notamment, pas mal de choses, donc avec cette dynamique d'aller chercher des crédits, et puis surtout, je crois, une très grande collaboration, avec une très grande entente avec les équipes médicales et les équipes de recherche, aussi bien les niçoises que d'autres. On pense par exemple à un certain nombre de structures sur Sophia Antipolis, comme l'IPMC. Et je crois un travail qu'on a essayé de mener de façon extrêmement serrée ensemble, avec beaucoup d'écoute, beaucoup de respect. Alors, le premier président de la délégation à la recherche clinique, qui était un chirurgien, le professeur Jean Mouyel, puis il y a eu après Jean-Paul Horton, puis Xavier Buterne, et puis des piliers de la DRC, Patrick Fénichel, le professeur Van Obergen. Donc voilà, je pense qu'on a été aussi dans cette dynamique collective, avec cette règle d'or du management qui est 1 + 1 est toujours supérieur à 2. Ce n'est pas une règle qui est valable en mathématiques, mais c'est une règle qui est valable en management. Donc de beaucoup se parler, de beaucoup s'écouter, de beaucoup aussi être dans une dynamique pour travailler ensemble. Et puis finalement, le succès de cette DRC, avec le succès qui est le vôtre aujourd'hui. Vous êtes plus de 130. Si on prend l'ensemble des personnes qui émargent à temps plein ou pas sur des crédits recherche, donc une véritable dynamique. Et puis Nice a, pendant 2 ans et demi, piloté la conférence des CME la conférence recherche de des CME de CHU, 2002 à 2004, 2005. Et donc on a été aussi dans des synergies extrêmement intéressantes au niveau national. Voilà, alors ça c'est l'histoire. Et puis surtout il y a le futur. Alors le futur, Caroline Chassaing en a parlé, le futur c'est aussi finalement que faire de cette jeune structure, 25 ans c'est rien à l'échelle d'une institution, à peine la majorité, et que faire de cette jeune structure dans un milieu qui est quand même extrêmement compétitif de plus en plus, où il faut être performant, il faut être organisé, il faut être structuré, il faut avoir des cohortes, il faut inclure vite, il faut inclure bien. Eh bien je pense que si la DRC a rajouté dans le courant de son histoire un I à son nom, pourra s'appeler DRCI, je pense que son avenir dans les années futures, c'est de rajouter un T. Et le T, c'est celui de territoire. Celui de territoire, alors bien sûr parce qu'on est dans un GHT, mais aussi parce que dans les hôpitaux que, vu du CHU de Nice, on appelle périphériques, il y a des équipes, dont certaines d'ailleurs ont été formées ici, qui ont de l'appétit pour la recherche, qui ont des compétences, qui en font.
On a, nous, entre 60 et 70 projets de recherche par an que l'on pilote avec l'attachée de recherche, avec Nathalie Doux. Il y a des équipes qui ont envie. On a aussi, bien sûr, des patients, on a des cohortes. Et je pense que ce qui est important, c'est d'arriver à réussir cette synergie entre les équipes du CHU et un certain nombre d'équipes de territoires qui sont dans l'attente de soutien, de structuration. On aurait besoin aussi peut-être aussi d'outils juridiques qui facilitent ces coopérations. Mais c'est extrêmement important et je pense que l'addition de nos forces dans le futur, c'est ce qui fera notre puissance, c'est ce qui fera la puissance de la délégation à la recherche clinique et à l'innovation. Merci Nathalie. On accueille avec beaucoup de plaisir le professeur Ebuterne, qui a œuvré très longtemps comme président de la DRCI et qui est resté très jeune. Je suis jeune. Non, ce qui est bien avec Nathalie Ronzière, c'est que en fait, elle a parlé du passé, donc je n'ai plus besoin de le faire, ni du futur non plus. Donc en fait, voilà, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir dire. Non, juste finalement, pourquoi je suis là, je suis jeune, mais j'ai quand même été docteur en médecine en 1988. Donc vous voyez que j'ai 30 ans, hein, et j'ai donc effectivement vécu cette aventure. J'ai vu cette évolution extraordinaire de cette jeune structure que Nathalie portait au début pratiquement toute seule, quoi, hein, et puis qui s'est structurée. Elle a rappelé donc les premières personnes qui ont été embauchées, qui sont toujours là, et ça est toujours aussi jeune d'ailleurs. Donc voilà, et donc ça c'est tout à fait merveilleux. Ce que je voudrais dire, c'est poser un petit peu le problème de l'évolution de cette recherche clinique dans l'avenir et dire vraiment, je pense que l'importance que ça peut avoir dans le quotidien. Le quotidien, il n'est pas toujours très rose, il est parfois difficile, il est triste parfois, les patients sont parfois difficiles, et puis il y a des problèmes d'organisation, les problèmes financiers, etc. Tout le monde se démène avec tout ça. Et je pense que la recherche clinique, c'est toujours un petit peu la lumière qui va nous sortir un petit peu finalement du quotidien, et ça intègre complètement les patients. C'est-à-dire que les patients, moi je dis toujours, les patients, c'est une continuité entre le soin courant et la recherche clinique. Et ça, c'est très important. Et il y a plusieurs études qui montrent ça. Souvent, un patient, il est mieux soigné dans un essai clinique que dans la vraie vie, parce qu'on s'occupe plus d'eux. Et avec mon équipe, que je tiens ici à remercier pour tout ce qu'ils font tous les jours, il y a des patients, parfois, quand ils terminent une étude clinique, ça a commencé par une phase 3, il y a eu un double aveugle, puis ensuite il y a une phase d'extension, etc. Ça dure parfois 1 an, 2 ans. Et au moment où ça s'arrête, ils sont tristes, ces patients, parce qu'ils disent, mais comment on va faire maintenant? On n'est plus suivi pareil. Et ça, c'est très, très important. Donc il y a cette intégration complète entre, je dirais, la recherche clinique et les soins, et qui permet donc à nos patients de bénéficier plus rapidement, plus tôt, de traitements innovants, de stratégies médicales innovantes ou chirurgicales, mais également d'un suivi qu'on est incapable d'apporter dans le quotidien. Donc ça, c'est un point déjà qui me paraît très important. Alors, je dirais, l'évolution pour l'avenir, il y a eu cette professionnalisation extraordinaire de cette recherche clinique. Il y a encore des progrès à faire, il y a encore du travail pour continuer cette professionnalisation, parce que ça ne va passer que par ça. Les exigences sont énormes, c'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus difficile, les exigences réglementaires, etc. Et moi, mes premiers essais cliniques, j'étais encore interne. C'était mon bureau qui faisait à la fois pharmacie, contrôle qualité, les consentements, on ne savait pas trop où ils étaient, etc. Et on incluait 40-45 malades en 3 mois sur le traitement de l'ulcère par la ranitidine. C'était incroyable. Donc quand on voit l'évolution maintenant, on est incapable de le faire tout seul. Alors, il y a 2 points qui me paraissent importants encore à développer plus. Il y a d'une part le financement de la recherche. Et il est très lié au deuxième point qui est la reconnaissance.
la recherche clinique, elle n'est pas encore toujours reconnue par tout le monde suffisamment. Il y a beaucoup de monde, je suis ravi de voir qu'il y a beaucoup de monde dans cette salle. Ça prouve qu'il y a vraiment une reconnaissance. Mais dans le quotidien encore des soignants, certains collègues, etc., ce n'est pas toujours bien reconnu. Et je pense que cette reconnaissance, il faut encore qu'on continue à l'obtenir un petit peu plus. Et ça passe également par le financement. Alors je sais que vous y travaillez beaucoup, ça a beaucoup avancé. Il y a ce fameux logiciel Isidore qu'on avait acquis avec Stéphane, je ne sais plus où il est, Stéphane Schwalweiger à l'époque. Vous vous rappelez, bon, il a mis un petit peu de temps à vraiment fonctionner. Maintenant, il fonctionne bien. Bon, vous le savez très bien. Et je crois que ça, c'est très important. Donc les contrats maintenant représentent, pas encore tout à fait, mais beaucoup plus le travail. Il y a encore des choses à progresser. Mais je crois que faire payer les choses à leur juste valeur pour une bien meilleure reconnaissance, continuer ce travail et vraiment valoriser encore mieux la recherche clinique dans les soins courants. Voilà, mais je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui travaillent à cette DRCI, tous les attachés de recherche clinique, les infirmières de recherche clinique, etc., les médecins, bien sûr, etc., pour tout ce qu'ils font et pour vous dire que c'est l'avantage de travailler en CHU, c'est vraiment ce côté U. Et j'avais aussi des choses à dire sur ce qu'a dit Nathalie Ronzière. Je suis totalement d'accord et on y pense en permanence. Dans mon domaine en particulier, les malades, ils ne sont pas toujours au CHU. Au CHU, on a des malades compliqués, etc. Parfois, il faut des malades première ligne, etc. Et il faut vraiment mieux travailler avec les hôpitaux généraux, avec des structures privées, etc. pour essayer de fédérer tout ça et que chacun puisse donc se développer en recherche. Voilà, merci, bonne soirée, très bien d'avoir fait cette initiative de cette soirée. Merci à vous. Merci professeur. Donc nous allons débuter cette soirée par les intervenants qui vont s'enchaîner. Le fil conducteur de cette soirée, en fait, c'est vraiment la performance de la recherche au CHU de Nice et vous démontrer qu'il y a plusieurs initiatives qui sont prises et qui sont faites au CHU et qui sont de belles réussites. Donc on accueille en premier orateur professeur Marquette qui va nous présenter l'organisation de la recherche au sein de son unité. Professeur Marquette, la parole est à vous. Merci. Donc quand Madame Marine m'a demandé de présenter l'unité de recherche clinique en pneumologie, je me demandais comment on allait faire. Simplement, je voudrais vous donner un exemple de ce qui marche parce que, comme le disait le professeur Butel à l'instant, on a quelquefois des jours moroses, des situations difficiles. Eh bien, la recherche là-dedans, la recherche, ce n'est pas pour autant facile, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner au sein d'une institution aussi difficile à gérer que la nôtre. Et donc, je vais vous montrer l'unité de recherche en pneumologie, qui est une de celles qui marche parmi d'autres, comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne, et les petites difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, l'histoire est quand même belle, c'est une success story, on part de zéro. Ça, c'est un exemple assez amusant. En 2008, il n'y avait rien du tout en pneumologie, et on se retrouve 10 ans après avec quelque chose qui marche. On est passé du désert à la plaine fertile. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, ça, c'est les chiffres. Voilà, actuellement, il y a 22 études en cours, il y a 313 patients qui sont dans ces études, avec pour moitié en termes de nombre d'études, 70% en études industrielles, 30% en études académiques, et à l'inverse, le nombre de patients, lui, se repartit dans la proportion inverse, 30% études industrielles, 70% études académiques. Alors, le nombre, ce n'est pas tout, il faut aussi l'excellence. On ne va pas développer tous les domaines d'excellence, mais je vais vous en citer 3 qui sont assez parlants. Savoir qu'en partant de zéro, on se retrouve 10 ans plus tard à pouvoir proposer à nos concitoyens l'accès à des phases 2 dans des maladies aussi graves que la mucoviscidose, je pense que c'est une réussite. Et je tiens ici à remercier Jennifer Griffonnet et Sylvie Leroy d'avoir réussi à monter à ce niveau-là notre unité de recherche. Le deuxième exemple, c'est le Human Cell Atlas, c'est le projet de Chan Zuckerberg, Madame Chan et de Monsieur Zuckerberg. Je vous rappelle que ce projet d'atlas humain, basé sur la technologie du single cell, il y a 38 équipes au monde qui ont été sélectionnées, 3 en Europe, 1 en France. La nôtre, et quand je dis la nôtre, c'est Pascal Barbry à l'IPMC, c'est Sylvie Leroy et à nouveau Jennifer Griffonnet.
Et puis la troisième étude, c'est la suite de R1 et qui va s'appeler R2D2, qui est un gros projet national de dépistage du cancer du poumon reposant sur l'intelligence artificielle et que le CHUDNIS va coordonner. Alors, faire des jolies choses comme ça, c'est bien, mais il faut quand même concrétiser. Et concrétiser, là, c'est nos directeurs de la recherche qui vont nous dire « et les mairies, et les points SIGAPS ». Eh bien oui, ce n'est pas une vue de l'esprit. On arrive ici en 2016 à un JAMA, en 2018, il y a 2 mois, à un autre JAMA, et nous escomptons bien sortir un papier assez important déjà en 2019 à partir du projet Human Cell Atlas. Ça, c'est la concrétisation dans les faits. Alors évidemment, on a des faiblesses et on a nos galères. Ces faiblesses et ces galères, c'est d'abord les ressources humaines. Difficulté d'embauche, ça, moi en tant que responsable de l'URC, je galère en termes d'embauche. Difficulté d'embaucher des gens parce que c'est difficile de passer en CDI et les CDD répétés, ce n'est pas une bonne solution. Difficulté des financements, et alors là, je ne rejoins pas, désolé Xavier, sur Isidore. Isidore, c'est un Isidore. On galère tous les jours encore. La facturation est obscure, on y passe un temps fou. Et au jour d'aujourd'hui, je ne considère pas que c'est une réussite. Je demande qu'une chose, c'est que ça marche. Mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une réussite. Autre problème, le manque de place dans les services parce que le versement aux archives de tous nos dossiers recherche, c'est trop rare. Autre questionnement, l'absence d'aide juridique au CHUDNIS en recherche. Et ça, c'est un réel problème. On est confronté avec les évolutions de la loi à une nécessité absolue de conseil juridique que nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui. Problème informatique, eh bien, c'est très rigide. Pour avoir un accès extérieur, pour installer des logiciels, ça prend un temps fou. Et enfin, petit problème à Pasteur, c'est l'absence de préparation possible de chimiothérapie compliquée sur le site en termes de recherche de phase 2, notamment en cancérologie, si jamais on veut le développer. Alors, ça, c'était les points négatifs. Les points positifs, pourquoi ça marche? Pourquoi, en 10 ans, on a réussi de passer du désert à une plaine fertile? La première des choses, et ça, Xavier Buterne l'a souligné, c'est de mettre la recherche clinique au centre. La recherche clinique n'est pas un petit satellite en périphérie, c'est au centre de notre activité clinique, médico-chirurgicale, et c'est en lien étroit avec les grosses unités de recherche avec lesquelles on travaille. Ça, c'est un point absolument essentiel, et une de mes inquiétudes sur Pasteur de tranche 2, c'est que la place de la recherche clinique au sein même des services n'a pas été parfaitement prévue. Il y a un bâtiment à côté, mais pour moi, la recherche clinique, c'est dans les services qu'elle doit se trouver. Pourquoi ça marche? Eh bien, à cause de la confiance. Et je tiens ici à remercier tout particulièrement M. Mondoloni et M. Sverdlager qui, dès le départ, en 2008, nous ont fait confiance. Et c'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier. Ça a été suivi par M. Mallet, puis par M. Monche, et c'est important d'être soutenu dès le départ parce qu'on est vraiment parti de zéro et ils nous ont fait confiance. Ça marche aussi parce qu'il y a une équipe qui s'entend et le maître mot, c'est solidarité et autonomie. C'est-à-dire que dans une équipe de recherche clinique, ce n'est pas des exécutants, c'est des gens qui sont autonomes, c'est des gens qui sont des véritables forces de proposition et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et je remercie Jennifer pour coordonner tout ça de main de maître depuis des années. Pourquoi ça marche aussi? Eh bien, c'est l'histoire des 2 Emmanuel. Parce que la recherche clinique, on est tous impatients. J'ai un projet, je veux que ça fonctionne et ça galère. Mais la recherche clinique, il faut prendre son temps, c'est des années, on a des obstacles en permanence, j'ai pas assez d'argent, il y a un problème juridique, j'ai un manque de RH, je déprime. Enfin bon, la vie, c'est pas rose tous les jours. Et cet exemple-là est pour moi très parlant. Vous reconnaissez ici Alain Carpentier, celui qui a été à l'origine des valves cardiaques, du cœur artificiel. Vous reconnaissez Emmanuel Martineau et vous reconnaissez votre serviteur un peu plus jeune que maintenant. En 2003, nous avions un gamin de 18 ans atteint d'une pathologie cancéreuse inopérable qui bouffait toute sa trachée. Emmanuel Martineau a été celui qui a eu l'idée, avec son maître Carpentier, de remplacer la totalité de la trachée par un allogreffon aortique cryopréservé et a démontré sur la brebis que cet greffon aortique se transformait en une néotrachée. C'est comme si je vous greffais un rein qui se transformait en foie.
Et quand il a essayé de publier, on lui a dit non, on ne vous autorise pas à publier, c'est pas possible ce que vous avez démontré, c'est faux. Donc moi j'avais mon gamin à Lille qui avait besoin d'une solution. J'ai fait le tour du monde et c'est avec eux pour trouver une solution. C'est avec eux qu'on a trouvé la solution. Et donc dans mon laboratoire à Lille, on a développé la même chose chez le porc. Et on a obtenu exactement les mêmes résultats. Et entre 2003 et 2006, nous avons fait le passage de l'animal, brebis et porc, à l'homme, avec tous les obstacles, Comité national d'éthique, Agence de la biomédecine, et les 4 premiers patients ont été traités à Lille. Le premier, c'était ce gamin en question, qui est malheureusement décédé quelques mois après. Et vous vous rendez compte ici, 15 ans plus tard, ça c'est le deuxième Emmanuel, ça c'est le premier. C'est un patient niçois qui a été opéré d'ici, d'un cancer qui lui bouffait toute la trachée, à qui on a remplacé toute la trachée par une aorte il y a 2 ans. Et vendredi soir ici, Emmanuel Martineau lui a enlevé sa prothèse, et là, il respire comme vous et moi. Donc vous voyez, ça c'est devant des obstacles comme ça. Sur des années, on y arrive. Donc c'est quelque chose que je tenais à souligner, quand on s'engage en recherche, on s'engage sur des années et on arrive à franchir les obstacles. Et puis, je conclurai ici sur cette diapositive qui est une diapositive optimiste. La recherche, il faut fédérer les énergies. Quand je dis fédérer, c'est-à-dire qu'il faut prendre un président d'université qui est quelque part là-haut, il faut prendre un directeur d'hôpital qui est quelque part ici, il faut prendre une secrétaire, une infirmière, une ARC, des étudiants, et on les fait courir ensemble pour la recherche. Et comme vous pouvez le voir, vous avez même des directeurs d'hôpitaux qui courent avec des jeunes filles et qui arrivent guirés jusqu'à la ligne d'arrivée du marathon. Vous avez des secrétaires, vous avez des chercheurs de l'IPMC. Et ça, c'est à l'image de ce qu'on mène tous les jours, tout au long de l'année. Et une fois par an, j'ai la prétention d'emmener une quarantaine de chercheurs, de soignants, d'administratifs, de directeurs courir pour soutenir la recherche en pneumologie. Je vous remercie pour votre attention. Merci professeur pour avoir respecté le temps et merci pour cette belle réussite et ces publications de très haut niveau qui nous permettent d'avoir des points et des scores SIGAPS. Merci beaucoup. Par contre, d'accord. Par contre, j'aurais juste une remarque, je ne signerai pas les droits à l'image parce que la photo que vous avez publiée de moi est horrible. Et mes équipes vont m'en parler pendant 3 mois. Alors, merci professeur. Alors, on vient de me dire qu'on bouleversait un peu le programme, parce que le professeur Baïf doit nous quitter. Elle doit nous présenter donc projet Tarmac. C'est un projet collaboratif avec un financement ANR. Professeur, je vous laisse la parole. Oui, alors attendez. Okay. Merci pour cette invitation. Je suis un petit peu cachée derrière l'écran, mais bon, le but c'est que vous m'entendiez. Donc c'était comment mettre en place un projet avec un financement ANR. Alors en fait un prérequis pour le projet collaboratif, c'est à la fois un projet scientifique robuste, des équipes qui sont complémentaires et structurées, et aussi une structure organisationnelle de soutien. Alors on l'a appelé ce protocole Tarmac, parce que c'est l'envol vers une nouvelle molécule qu'on espère efficace, et vous verrez les retombées qui sont possibles. Donc le projet scientifique robuste, quel est-il? C'est au sujet de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous entendez parler à la télévision. C'est la cause la plus fréquente de baisse d'acuité visuelle et de cécité légale actuellement chez les sujets âgés dans les pays occidentaux, ce qui fait à peu près 30 à 50 millions de patients dans le monde. Et vous avez ici, en fait, qu'est-ce que c'est que la DMLA? C'est l'atteinte de la vision centrale, la macula, par la fabrication de vaisseaux qui se situent au-dessous, la choroïde, et qui vont venir pousser dans la rétine, vous voyez ici, comme des espèces de fougères, et qui vont détruire la vision centrale. Donc ce sont des patients qui, au fur et à mesure, vont perdre la capacité de lecture et la vision discriminante. Donc c'est un vrai problème de santé publique. Il n'y a pas beaucoup de traitements. Il y a 2 traitements disponibles qui sont des anti-VEGF, donc contre des facteurs de croissance vasculaire. On a l'aflibercept et le ranibizumab, le bevacizumab étant utilisé hors AMM. Il se délivre en injection intravitréenne, donc ce sont des piqûres dans l'œil qui sont réalisées au départ de façon mensuelle, qui sont toujours un peu inquiétantes pour un patient à qui on le prescrit, mais ensuite il y a une bonne ambiance dans notre mini-bloc, il y a de la musique, de la salsa, ça se passe très bien.
Ils n'ont pas spécifiquement mal, mais c'est surtout 1 million d'injections réalisées en France chaque année, 1 million. Le coût de la procédure, c'est 83 plus 52 € avec le SE2, mais c'est surtout la molécule qui coûte 1 200 € initialement, et maintenant nous sommes à 800 € la dose. Vous faites un petit peu la multiplication et vous voyez ce que ça coûte un peu à la santé. Si ça guérissait complètement, on serait dans le monde idéal, mais ce n'est pas le cas. On a des patients qui sont mauvais répondeurs, voire non répondeurs, et en tout cas récidivants. Vous voyez ici en fait des tomographies à cohérence optique, où vous voyez sur la première ligne une macula en fait plate, et puis tout d'un coup vous avez ici cet aspect bosselé qui correspond au début de l'émergence de l'exsudation du vaisseau anormal et qui abîme la rétine. Vous faites une injection, c'est bien, puis vous en faites une, et puis ce n'est pas bien. Le problème, c'est qu'on a 37% de patients qui sont mauvais répondeurs, et on s'achemine à ce moment-là à des patients qui commencent à avoir depuis 2005 50, 70, puis 100 injections, ce qui est très lourd en temps, en énergie pour le patient qui a tendance à se démotiver. La problématique, en fait, c'est qu'en ciblant le VEGF qui est ici, on va ne cibler qu'une certaine partie des facteurs de croissance vasculaire et qu'il y a une redondance des facteurs pro-angiogéniques. Là, vous n'en avez qu'une toute petite partie, mais c'est toujours pareil en médecine. Dès que vous supprimez quelque part, eh bien, ça compense de l'autre côté et on se retrouve à zéro. Donc, le but de Tarmac, c'est une hypothèse qui est en fait de cibler dans les patients redondants une cytokine de la sous-famille des ELR+, CXCL, qui a aussi des propriétés pro-angiogéniques et pro-inflammatoires et qui est surexprimée dans des conditions physiologiques ou dans des cancers et qui en général est hyper exprimée quand on a eu un traitement anti-VEGF chez certains patients. Donc les mauvais répondeurs aux anti-VEGF le sont parce qu'en fait le LR-CXCL+, va être surexprimé et compenser la sous-expression de l'anti-VEGF. Donc un projet qui est robuste, qui est intéressant, et vous voyez tout de suite quelles sont les retombées si ça fonctionne. Les retombées pour le patient et les retombées en termes économiques aussi. Des équipes complémentaires, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul. Donc il y a 3 équipes. L'équipe d'ophtalmologie qui voit les patients. Donc le rôle en fait est de corréler l'expression de la molécule en question à la réponse clinique. Donc nous en fait nous sommes chargés de faire les prélèvements. Quand on fait l'injection, on fait un prélèvement d'humeur aqueuse qu'on va envoyer en analyse et on va étudier ça avec la réponse clinique du patient. Donc là, la partie pratique est en place et on a commencé à réaliser les prélèvements. La deuxième équipe de l'IRCAN, c'est le docteur Gilles Pagès. Lui, il va doser les cytokines intraoculaires et développer in fine un test non invasif qui permettrait de prédire la réponse aux anti-VEGF. Ce serait magique en fait. Vous arrivez, avant de faire la piqûre, hop, un petit test et on vous dit voilà, vous allez bien répondre, vous allez moyennement répondre. Le patient va vous dire oui, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il n'y a qu'un traitement. Vous dites oui, d'accord pour l'instant. La troisième équipe, c'est une équipe de pharmaco, le docteur Benia, qui lui développe actuellement un anticorps bifide contre la molécule d'intérêt associée au VEGF. Et ça progresse aussi, chaque équipe progresse en fait de façon parallèle. L'anticorps est déjà présent, il commence en fait à être testé sur l'animal, sur des modèles animaux, à la fois pour sa sécurité et pour l'absence de toxicité, parce qu'évidemment, quand on injecte une molécule en intraoculaire, il ne faut pas qu'il y ait une toxicité sur la rétine, autrement on n'a rien gagné. Donc les équipes 2 et 3, c'est le design et la synthèse de l'anticorps, évidemment c'est soumis à brevet, nécessité de vérifier la stabilité de la molécule, les propriétés, la toxicité sur modèles animaux et l'évaluation cellulaire des propriétés anti-angiogéniques. Donc des équipes qui sont vraiment complémentaires parce que personne ne fait la même chose et on a tous besoin des uns des autres. Mais ensuite, pour le financement ANR, on a besoin d'une aide et d'une structure organisationnelle de soutien qui était en fait à la DRCI M. Nicolas Alexandre et Mme Marine Abo. Pourquoi? Parce que c'est de la paperasse. C'est de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse et de la paperasse. En fait, il faut faire la coordination des 3 équipes qui ont des statuts différents. Faire la soumission ANR, c'est facile. Le formulaire à remplir, il est simple. C'est assez bien indiqué. On n'a pas vraiment de gros problèmes et de toute façon, une partie du projet est une partie complètement médicale, donc on n'a pas besoin d'aide là-dessus. Petit bémol sur un accès à un méthodo et à un statisticien, où là, on s'est retrouvé un petit peu tout seul. Donc la problématique, cependant, c'est une problématique d'organisation dès lors en fait qu'on passe les différentes étapes, parce qu'en fait, on est 3 équipes de statuts différents, donc les autorisations sont différentes, les hiérarchies sont différentes.
Ensuite, on a eu besoin d'aide juste pour respecter une partie du formalisme des deadlines, parce qu'évidemment, c'est une pré-soumission, puis la pré-pré-soumission de la soumission finale, et puis on discute, et puis il manque un truc, donc on renvoie, et puis on renvoie. Donc, vous voyez là, on arrive à la version 1, 2, 3, 4, 5, 17 du projet. Un autre souci, c'est l'élaboration des budgets. C'est vrai qu'on n'est pas très forcément au top là-dessus et qu'on a besoin d'une petite aide sur ce sujet strict. Ensuite, quand on a la réponse finale, Tarmac numéro 17 est financé, on est très content puisque c'est quand même une somme conséquente pour un beau projet. Mais la paperasse n'est pas terminée. Elle continue, pourquoi? Puisqu'en fait, il faut une contractualisation avec l'ANR, que la convention doit être propre à chaque institution. Il faut des conventions attributives de fonds, des annexes financières, des délégations de signature, des contrats de propriété intellectuelle. Ensuite, chaque équipe, vous avez vu, ce sont des activités complètement différentes, donc on n'a pas les mêmes cinétiques d'avancement et on doit utiliser les fonds dans un délai imparti alors qu'on n'avance pas de la même façon. Donc il faut déterminer les phases de début de projet suivant les équipes et ensuite il y a les phases plus pratiques. Pour nous, on avait besoin d'un CPP puisque c'est interventionnel en faisant la PCA, pas pour les autres équipes, on a besoin d'un recrutement ARC et tout ça, ça se met en place. Donc la DRCI est présente pour l'accompagnement durant l'étude et de façon efficace sur les recrutements, les abondements et le budget. Et c'est pour ça que la Tarmac, pour l'instant, est en plein vol. Et donc vous aurez des nouvelles de Tarmac dans quelques années. Merci à tous. Merci, professeur. C'est compliqué. Nous accueillons maintenant le professeur Passeron et Éric Monge, donc moi-même, pour présenter les mesures mises en place pour stimuler la recherche. Mais je vais laisser la parole au professeur Passeron, qui va le faire à une voix. Merci beaucoup, Éric. Écoutez, je suis ravi et je suis surtout ravi que vous soyez si nombreux ce soir. Et je remercie mes prédécesseurs, notamment Xavier, pour tout le travail qui a été fait. Et comme ça a été souligné à la fois par Xavier et par Madame Rosière, la recherche, ça évolue, ça devient de plus en plus compliqué, on a besoin de plus en plus d'aide. Vous avez vu les exemples qu'on vous a montrés. Et c'est pour ça que la DRCI essaie de s'adapter avec, vous le savez malheureusement, un budget qui est contraint. Et donc on a essayé de faire évoluer un petit peu les choses. Et donc je voulais passer sur ces quelques diapos sur les évolutions qu'il y a pu y avoir, qu'on a essayé de faire ces 3 dernières années. Alors, le premier point, c'est bien de dire, voilà ce qu'on fait, c'est bien, on est toujours content, mais c'est bien quand même d'avoir une évaluation externe. Et puis maintenant, ça va être demandé. Donc, on a eu une première évaluation HCERS en janvier 2017. C'était une évaluation qui est extrêmement bienveillante. Ce n'est pas les mêmes types d'évaluation comme on peut avoir dans les études, dans les équipes EPST, comme on l'a en permanence. Cependant, la prochaine évaluation HCERS de la DRCI sera beaucoup plus contrainte et donc c'est important de pouvoir y répondre. Et pour cela, on a essayé on s'est mis en marche et on va travailler en lien étroit avec le CRBSP, notamment le professeur Tran, pour faire une évaluation des équipes et répondre à toutes les questions qui ont pu être posées par cette évaluation HCERS. Et puis on a également spontanément demandé au CNCR de venir évaluer la DRCI et nous proposer des solutions sur ce qui n'allait pas bien. Et donc il y a eu des recommandations et il y a un plan d'action qui est actuellement en cours. Et puis vous avez pu le voir dans le schéma directeur, il y a un contrat. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque tout à l'heure, le professeur Marquette le disait à juste titre, on est dans un CHU. La recherche, ça doit être au centre de nos préoccupations, ne serait-ce que pour nos patients. Alors c'est vrai que, et je suis le premier à le dire, c'est ce qui nous fait vibrer tous les jours, mais pour nos patients, faire de la recherche, c'est leur offrir des thérapeutiques innovantes. Je suis dans un domaine en dermatologie où ça bouge énormément. Si aujourd'hui, que ce soit en cancérologie, au mélanome, et c'est actuellement en train de se développer dans d'autres cancers, mais également dans les pathologies inflammatoires, les patients qui ne bénéficient pas, et le mot cette fois-ci est vraiment juste, ne bénéficient pas des essais, ils ont une perte de chance. Et c'est aussi pour ça qu'il faut étendre les essais au GHT pour que les patients dans tout le territoire puissent bénéficier de ces points. Et jusqu'à présent, et on le voit encore dans certains pôles, c'est le soin. Et si vous avez le temps, éventuellement, vous faites un peu de recherche.
Et c'est extrêmement compliqué de faire de la recherche si on n'a pas de temps et si on n'a pas d'argent. Et donc, il y a eu une contractualisation. J'attends de voir si ça va être respecté au niveau des pôles. Mais je pense que c'est indispensable de prendre pleinement conscience que notre mission, elle est de soigner, mais aussi de faire de la recherche pour avoir un meilleur soin pour nos patients. Alors, on l'a vu, le nerf de la guerre, c'est le temps, mais c'est aussi l'argent. Et ce ne sera pas une surprise pour personne ici, on a malheureusement un budget qui est extrêmement restreint dans tous les CHU, ce n'est pas uniquement le nôtre. Cependant, avec le soutien, il faut le dire, de la direction, on a pu mettre en œuvre des appels d'offres internes, un nouvel appel d'offres interne. L'idée, elle a été créée en 2016, c'est lorsqu'on a une idée. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus tester quelque chose, il faut passer en CPP, à NSM, il faut avoir un budget. Et lorsque vous voulez faire une petite étude pilote, si on n'a pas un petit budget, on ne peut pas le faire. Et donc l'idée, c'était vraiment d'aider à tester ces idées, à faire ces études pilotes pour ensuite, si l'idée était potentiellement concluante, d'aller vers un PHRC, ANR, etc. Et donc, il y a eu pour l'instant 2 sessions avec 4 projets par an, des projets qui sont financés entre 10 et 15 000 euros selon s'ils sont monocentriques ou multicentriques. Et pour l'instant, on a quand même réussi à soutenir 11 projets pour un montant quand même de 135 000 euros. Et l'autre point qui est également important, c'est le système de ventilation des mairies. Là aussi, lorsqu'on discute, je discute avec certains de mes collègues, on se dit, il y a les mairies, ça devrait tout retourner à la recherche. Et je le pense également. Cependant, aujourd'hui, c'est impossible. Cependant, ce qu'on a réussi à faire dans ce CHU, c'est que toutes les mairies retournent soit dans les créneaux de chaque service. C'est-à-dire qu'à la fin, quand on vous dit vous êtes bénéficiaire ou au contraire vous êtes en retrait, ça prend en compte l'argent qui a été généré par la recherche. Et ça, c'est quand même très important, puisque dans beaucoup de CHU en France, vous pouvez faire autant de recherches que vous voulez, à la fin de l'année, vous ne savez pas ce que ça a pu rapporter dans votre service. Et donc, lorsque vous demandez à avoir un poste supplémentaire ou autre, on vous dit non, même si vous faites beaucoup de recherches. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez important, je trouve. Et puis, l'autre point, c'est que entre une équipe qui va faire de la recherche et une équipe qui ne va pas faire de recherche, vous avez l'intérêt, mais vous n'avez aucun retour. Et on a essayé de faire en sorte qu'il y ait des retours pour justement aider les équipes qui font de la recherche. Il y a le soutien des investigateurs avec un pourcentage des mairies qui retournent sur le compte recherche et qui vont pouvoir être utilisés pour faire une étude clinique, pour acheter un logiciel, pour permettre à quelqu'un d'aller dans un congrès et tisser des liens. Ça, c'est des points et c'est quand même 400 000 euros par an qui sont redistribués directement aux équipes pour la recherche sur les comptes recherche. Donc ça, je pense que c'est quand même... Et en France, si je ne me trompe pas, je crois qu'il n'y a que 2 CHU pour lesquels il y a un reversement direct sur les comptes recherche. Et je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Et aujourd'hui, où on a quand même, on est souvent en train de dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bien, ça c'est quand même un point qui est extrêmement positif pour notre CHU. Alors on aimerait bien que ce soit 100%, on en est encore loin, mais par rapport aux autres CHU, c'est quand même énorme. Et le deuxième point, c'est une aide à la fois pour les directeurs d'équipe dans les EPST. Vous savez qu'aujourd'hui, être directeur d'équipe, il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de médecins qui sont chefs d'équipe INSERM. Mais ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, qui se perd et qui est très, très important et qui va être regardé de près par nos tutelles pour les prochaines habilitations. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et le deuxième point, on a voulu soutenir à la fois les 3 équipes qui, chaque année, rapportaient le plus de mairies, mais également les 3 équipes qui faisaient le plus de progression pour pouvoir soutenir les équipes on va dire en devenir. Et ça, c'est réévalué chaque année. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir du temps ARC, IRC ou secrétariat ou autre, ou ingénieur pour justement développer la recherche au sein des services. Et là aussi, c'est des mesures qui sont assez inédites en France. Et puis, un point qui est majeur, et c'est une chance, on l'a rappelé au tout départ, c'est le lien qu'on peut avoir dans l'UQA, puisqu'on est le seul CHU qui est intégré dans ces IDEX. Et nous travaillons actuellement avec l'UQA pour que toute la partie recherche et innovation soit intégrée pleinement dans le cadre de l'IDEX JEDI, parce que c'est quelque chose qui va pouvoir certainement
soutenir très fortement notre CHU et la recherche au sein de notre CHU. Il faut savoir qu'on a la chance d'avoir une université qui est extrêmement dynamique, des EPST de très très grande qualité et une université qui nous aime bien, c'est-à-dire qui aime bien le CHU, ce qui est loin d'être le cas dans tous les hôpitaux en France. Et ça, je pense qu'on peut s'appuyer dessus, on doit s'appuyer dessus parce que c'est vraiment l'avenir pour notre hôpital. Également, la recherche, c'est un lien très fort avec la faculté de médecine on a la chance de pouvoir travailler vraiment main dans la main avec les équipes de Patrick Baquet, et notamment Jean Della Monica, et on travaille notamment sur des points très concrets, comme par exemple les thèses pour les internes, et donc ça c'est des choses, et on espère que dans le cadre de l'UQA, on va pouvoir encore plus avoir de synergie entre la faculté et le CHU. Et puis, on a maintenant un GIRSI qui est restreint, mais c'est peut-être une chance puisqu'on n'est plus qu'avec Marseille. Et on a dans ce GIRSI remis un petit peu les choses en marche, puisqu'il était un peu au point mort. Et là aussi, maintenant, le GIRSI est en GCS. Il y a des actes de formation, il y a des budgets qui sont mis sur ce GIRSI. Il y a un site d'études, un annuaire de recherche clinique qui va être mis en place. Et donc ça, c'est des points qui sont extrêmement importants dans le cadre de la recherche. Et puis, notre CHU a aussi signé un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique pour que, en priorité, les études de ce laboratoire pharmaceutique soient testées dans notre CHU. Et puis, nous allons bien sûr continuer les info-recherches. Et puis, il y a une charte de signature, mais je passerai assez rapidement, mais c'est très, très important puisqu'on va en reparler. Mais si on veut exister aujourd'hui, il faut pouvoir faire des articles, mais il faut aussi que l'on soit reconnu, que l'UQA et le CHU soient reconnus dans cette charte de signature pour pouvoir justement apparaître et tout simplement exister. Et puis, parfois, vous avez un laboratoire ou des collaborateurs externes qui cherchent quelqu'un, on parlait tout à l'heure de la DMLA, on dit tiens je veux développer un produit sur la DMLA, peut-être qu'ils ne connaissaient pas le service d'ophtalmologie, on va leur dire voilà, vous avez des personnes qui font de la recherche de très haute qualité dans ce service, allez, on peut créer des liens, donc c'est toute l'idée de cette cartographie de la recherche au CHU. Alors les résultats d'appel d'offres, vous voyez que il y a eu une croissance, ça c'est les appels d'offres internes avec le nombre d'appels d'offres qui a été retenu. Et ça c'est les appels d'offres ministériels et ça c'est quelque chose qui est important puisque vous voyez qu'on était un peu dans le creux de la vague, on est en train de remonter petit à petit. Alors en termes de soumission, on a encore beaucoup de progrès à faire. Par contre en termes de réussite, 30% de succès dans les appels d'offres ministériels, c'est quelque chose qui est très très important. Donc il faudrait qu'on soumette un peu plus d'appels d'offres et on serait encore mieux au niveau des statistiques. Un point sur les projets, ça c'est les appels d'offres internes qui avaient donc été mis en place par mes prédécesseurs et qu'on a essayé de développer. Vous voyez qu'il y a eu 143 projets financés, 106 terminés, donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Un point quand même négatif, 13% de projets abandonnés et surtout, un point que je trouve extrêmement négatif, c'est le nombre de projets sans publication. Et ça, c'est pas normal, il faut absolument qu'un projet amène une publication, parce que c'est comme ça, même si les résultats sont négatifs, c'est comme ça que l'on peut avancer. Et puis, les résultats sont un peu meilleurs dans les appels d'offres ministériels. 149 projets financés depuis 1993, 132 terminés. Vous voyez que là, on a quand même 53% des projets qui sont terminés avec publication, mais quand même 42%. Ça veut dire que c'est quand même des ANR, c'est des PHRC, 42% des projets qui ne sont pas allés jusqu'à la publication. Et ça, moi, c'est un chiffre qui me fait un peu froid dans le dos, parce que si on regarde après derrière si c'est ces taux-là, ça peut être un point négatif pour notre CHU. Et puis les essais cliniques, c'est quelque chose qui est très important. On a le taux CY et on avait malheureusement une baisse qui était continuelle dans notre classement au niveau des CHU depuis de nombreuses années. Et avec les différentes mesures qui ont pu être prises, on a inversé la tendance, ça s'est stabilisé et on a enfin gagné une place. C'est encore insuffisant à mon goût, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour remonter dans le classement. Un point qui est très important et qu'il faut mettre au crédit de la DRCI, on a un taux de monitoring de 90% et 0 écart majeur relevé cette année. Sur les essais industriels, encore une fois, c'est quelque chose qui va nous amener des molécules innovantes pour nos patients. Je vous l'avais dit, il y a des partenariats qui ont été faits avec l'industrie, ça va encore continuer. On a 100%, vous savez que maintenant on passe par le contrat unique, on a 100% de validation depuis 2 ans. On a une augmentation des contrats de 37%
entre 2017 et 2018. C'est quand même une évolution qui est extrêmement importante. Et puis, vous savez que maintenant, les CHU sont classés comme tous les autres, c'est-à-dire que vous avez des grosses CRO comme CEREXCEL ou des laboratoires comme GSK qui ont évalué les différentes DRCI des CHU. Et le nôtre est classé premier en termes de réactivité au niveau des indicateurs de gestion. Je pense que c'est quelque chose quand même que l'on doit saluer, et notamment saluer toutes les équipes de la DRCI. Un point sur le bilan d'activité, je passerai assez rapidement. Vous voyez qu'on a quand même beaucoup de projets en cours, hein, plus de 1100 projets en cours, 390 essais industriels, 791 publications en 2017. Et ce qui est assez important, c'est que plus de la moitié de ces publications sont quand même des rangs A ou B. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et si on regarde la qualité des publications qui sont faites dans le CHU, c'est vraiment quelque chose qui est croissant, et c'est vraiment très très important. Et puis je terminerai par les perspectives. Là, on a vu on a eu des recommandations, mais il faut les mettre en œuvre maintenant. Le score SIGAPS est, à mon avis, c'est le score des publications est encore insuffisant. Alors il y a toujours un décalage de 2-3 ans, mais il faut absolument, et la DRCI n'est qu'une aide aux investigateurs, et je pense qu'on voit toujours des équipes, et on a vu 2 très beaux exemples ce soir, on en verra encore un autre tout à l'heure, des exemples qui réussissent, mais tout le personnel médical, paramédical du CHU, mais c'est également le secrétariat, c'est toutes les personnes qui contribuent à la recherche, doivent penser qu'on est dans un hôpital universitaire et que notre but, c'est de soigner, mais aussi de faire de la recherche. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et ce n'est certainement pas la DRCI qui va écrire les projets pour les différents médecins du CHU. Là, on a une certification, on a une démarche de qualité qui va être, parce qu'il faut être aussi certifié. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a mis en œuvre. Et c'est très important aussi pour nos partenaires industriels. On a maintenant le CRC avec professeur Christian Roux qui a pris la direction du CRC, et Stéphane qui est également médecin au CRC, qui tous les deux essaient de développer cette structure qu'avait déjà bien développée Philippe Badoran, et on essaie de le sortir un petit peu de l'archer et d'aller vers Pasteur, vers le GHT, pour justement faire développer ces collaborations. Et puis, je ne reviendrai pas sur le partenariat entre CHU et l'UQAM, mais c'est vraiment quelque chose qui est très très important. Le partenariat avec nos collègues industriels, c'est important pour le financement, mais c'est aussi et surtout important pour l'accès aux thérapeutiques innovantes. Et puis, Madame Ronzière l'a dit à juste titre, c'est dans un territoire, c'est très important. On a Cannes est certainement un des hôpitaux périphériques qui fait le plus de recherche, mais ce n'est pas le seul. C'est très important de s'appuyer sur les hôpitaux périphériques, et pour aussi qu'ils aient accès à ces thérapeutiques. Et je terminerai par un mot de remerciement. Ça fait quand même 3 ans que je suis à la DRCI, et Xavier l'a rapporté tout à l'heure, et je pense que tous les médecins du CHU, parfois, ont des griefs par rapport à la DRCI. Mais je pense qu'il faut aller voir les équipes, savoir comment elles travaillent. Et on a un personnel qui est vraiment de très, très grande qualité, qui travaille dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. La cellule méthodologique, ce n'est pas évident avec le travail qu'il y a à faire sur un ensemble d'un CHU. Ça a été renoté très clairement par le CNCR. Et je voulais ici remercier devant tout le monde toute l'équipe du CHU, et également ses directeurs, monsieur Mallet avec qui j'ai un petit peu travaillé, et surtout Eric Manche avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler, et pour lequel on a quand même réussi à faire avancer pas mal de choses. Je vous remercie de votre attention. Merci Thierry et merci Eric pour cette présentation de haut niveau. La suite de la soirée, c'est Albert Tran en binôme avec Sylvie Malherba qui lance ce soir en fait ce qu'on vous a annoncé tout à l'heure. Suite à l'évaluation HCERS, on lance une deuxième ou troisième itération de l'évaluation de nos équipes de recherche. Donc Albert, qui est président du CRBSP, va nous présenter la démarche avec Sylvie Malherba. Et c'est un lancement qui va être de longue haleine puisque la procédure va aller jusqu'en janvier 2020. Donc je laisse expliquer cette démarche. Bien, bonjour à tous et à toutes. En tout cas, on a parlé beaucoup des projets, structures, etc. Bon, à un moment donné, on passe à la casserole, c'est-à-dire qu'on va vous évaluer. Alors, l'évaluation, on va rappeler un petit peu l'historique. Donc,
En dernière évaluation, c'était il y a 6 ans. Hein, c'est une évaluation par le CRBSP. C'était plutôt une évaluation locale. Locale. Donc, vous avez vu qu'on a descendu jusqu'à une granularité extrêmement fine, puisqu'on a évalué 71 équipes, SAESPOL, etc. Pratiquement, je dirais, tous les UF ont été évalués dans ce travail titanesque. Et d'ailleurs, à la fin du rapport, les auteurs, enfin le jury, a demandé d'ailleurs qu'on se regroupait, qu'on essaie de se regrouper effectivement par thème. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Thierry Passeron en a parlé, l'HRS est venu, et c'est devenu une évaluation qui est obligatoire. Obligatoire, et la première évaluation, Thierry Passeron a prononcé un peu ce mot, donc effectivement, ils ont été quand même bienveillants. Alors, ceci étant, la prochaine aura lieu dans 5 ans, donc je ne sais pas s'ils vont tous être aussi bienveillants, mais c'est sûr que l'évaluation va un peu se durcir. Ça, on peut s'en rendre compte, surtout nous qui connaissons les évaluations de l'HRS au niveau des EPST. Alors, tout ça pour rappeler que les critères sur lesquels on va être jugé sont des critères en fait assez classiques de l'HRS, la qualité de la production scientifique, le rayonnement, l'impact de ce que vous faites dans la recherche sur l'environnement économique, enfin local, etc., l'organisation de votre recherche, l'implication d'informations, les thèses, les massacres, etc., et puis bien sûr le projet à 5 ans. Bon, ce sont des critères assez classiques de l'HRS. Alors, pour préparer tout ça, donc, vous voyez, c'est dans 4 ans. Donc, on peut considérer ici comme une évaluation, disons, de mi-parcours, puisque ça s'est passé en 2019. Alors, le but de tout ça, c'est d'identifier les grands thèmes de recherche au sein de de l'établissement. Et de là, bien sûr, définir une stratégie à partir de ces thèmes. Et puis, ce qui permet effectivement, le directeur général, d'ailleurs, nous dit souvent en directoire quels sont les quelques grands thèmes de recherche sur lesquels nous, on peut finalement investir, mettre de l'argent, etc., etc. Alors, comment on va faire? Donc, ça va être une auto-évaluation. Alors, on a choisi, c'est pas mal discuté, c'est-à-dire quel est le périmètre sur lequel on va évaluer. Alors, on a choisi la discipline. La discipline, ce qui permet effectivement de présenter un peu ce que nous on fait. D'ailleurs, on est dans une discipline. Alors, on est un peu large aussi, la discipline ou éventuellement même une association de disciplines, c'est-à-dire faire un consortium. Pour donner un exemple, par exemple, nous, en hépato, ça va être un consortium, c'est-à-dire qu'on va s'allier avec la chirurgie digestive, avec l'endocrino, parce que les perturbateurs endocriniens nous intéressent beaucoup, et on va s'allier aussi avec la bactério, parce qu'il y a le microbiote qui nous intéresse. Donc, vous voyez, le projet dans lequel on va faire, ça va être un consortium. Donc, vous voyez, c'est assez libre. Et le but, eh bien, de se dégager, vous voyez, il y a 2 périodes, bien sûr, le bilan des activités actions, et, bien entendu, le projet qu'on va définir. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Sylvie Malaba qui va entrer plus un peu dans le détail de ce que je viens de dire. Alors, en sachant la chose suivante, c'est que le CRBSP va jouer un rôle plutôt d'aide, puisqu'en fait, vous êtes évalué non pas par le CRBSP, mais par un SAB, c'est-à-dire un Scientific Advisory Board, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des experts extérieurs. On a même monté d'un petit cran, c'est-à-dire que ça va être des experts franco-européens. Donc, ça va être un cran un peu au-dessus. Nos services va être là surtout pour vous accompagner dans cette démarche, et puis que ça se passe au mieux, etc. Alors, quelle est la méthode et le calendrier? Alors, tout d'abord, on va organiser une réunion technique le lundi 17 décembre en salle Pierre-Lily à 17h30. Et donc, on invite toutes les équipes médicales et on va présenter la méthode d'évaluation. Et surtout, la lettre d'intention, puisqu'au mois de décembre, on va envoyer par mail à tous les médecins une lettre à intention, donc il fera 3 pages recto-verso, en anglais, donc il faudra faire des efforts pour écrire en anglais. Et en fait, ces lettres d'intention seront renseignées par tous les responsables d'équipe, par discipline médicale ou par consortium, donc des disciplines médicales qui s'associent. Alors, de quoi est composée la lettre à intention? Donc, au départ, c'est le responsable d'équipe qui va présenter tous les membres de sa discipline ou du consortium. Il va falloir indiquer les thématiques majeures de recherche
Et ne pas oublier également les nouvelles thématiques ou thématiques émergentes. Ensuite, il y aura un bilan qui sera chiffré via des indicateurs de performance. Alors ne vous inquiétez pas, c'est en fait, vous allez solliciter la DRCI qui vous fournira les chiffres, notamment au niveau des publications. Donc ce qui sera important, c'est que tous les médecins de la discipline médicale qui sont dans l'équipe valident bien leurs publications, de façon à ce qu'on puisse avoir des chiffres qui soient corrects. Et on vous demandera en fait le nombre de publications de l'équipe, le pourcentage de publications qui sont liées aux thématiques de recherche, le nombre de publications aussi revues catégorie A, B, etc. Les 10 meilleures publications qui sont en lien avec votre thématique de recherche. Et également après les scores SIGAPS. Et de la même façon pour les scores SYG, il faudra faire appel à la DRCI. Participation aux essais, donc le nombre de participations aux essais cliniques industriels en tant que PI ou associé, nombre de participations aux essais académiques, nombre de projets pour lesquels vous êtes PI pour les projets issus de Nice Promoteur, etc. Et au niveau score SYG, donc score essai, score inclusion promoteur, score inclusion investigateur. Et donc voilà, c'est le responsable d'équipe qui fera appel à la DRCI en disant pour mon équipe, voici tous les membres de mon équipe, je voudrais les scores SIGAPS, les scores SYG. Il y aura un volet sur la propriété intellectuelle et valorisation, donc le nombre de brevets, licences d'exploitation. Un volet sur le financement des projets, alors que vous avez déposé aux différents appels à projets ministériels, internes ou autres, et les projets qui ont été retenus, donc financés. Ensuite, un volet sur la collaboration, donc que ce soit nationale, régionale, européenne, internationale, avec les différentes PST, également avec les industriels ou d'autres académiques. Et ensuite, quels sont les objectifs que vous envisagez sur la période 2009-2022 ? Donc sur les 3 ans à venir. Alors, une fois que vous avez en fait renseigné la lettre d'intention, donc il faut l'envoyer à la DRCI, date limite le 28 février. Et ensuite, les membres du CRBSP, donc au cours du mois d'avril, vont examiner toutes les lettres d'intention et vont sélectionner les équipes qui seront auditionnées par un SAB. Mais par contre, toutes les lettres d'intention seront lues et les membres du CRBSP vont émettre des conseils et recommandations à toutes les équipes. Ensuite, les membres du CRBSP, en fonction des thématiques de recherche qui ont été relevées, vont constituer le SAB, c'est-à-dire vont nommer en fait des experts européens anglophones. Ensuite, donc, il sera demandé à toutes les équipes qui ont été sélectionnées, qui sont auditionnées par le SAB, de remplir un dossier, de la même façon en anglais, par discipline médicale ou consortium, et ceci au mois d'avril. Alors, le dossier, il fera 5 pages, et en fait, tous les éléments de la lettre d'intention seront répertoriés dans la première partie du dossier, donc il y aura juste à faire un copier-coller, et après, on a rajouté des items complémentaires, qui sont notamment formation, enseignement, également tout ce qui est labellisation, et surtout l'auto-évaluation, l'analyse SWOT, force, faiblesse, opportunités et menaces. Les dossiers seront envoyés au DRCI pour le début septembre, puis seront envoyés aux membres du SAB. Et les équipes seront auditionnées au cours du mois de novembre et décembre par le SAB. Et enfin, les membres du CRBSP rédigeront un rapport écrit et présenteront les conclusions de ce rapport aux différentes instances du CHU au cours du premier trimestre 2020. Voilà, bon courage aux équipes. Merci Albert, merci Sylvie. Oui, c'est un projet important qui va se dérouler sur plus d'1 an. Est-ce que vous avez des questions sur cette organisation, sur cette procédure ? De toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a une soirée dans le 17 qui va être consacrée vraiment aux petits détails. Donc, en tout cas, toutes les équipes intéressées, venez nombreux, posez questions, comme ça. Puis le CRBSP est là vraiment pour vous accompagner cette année. Alors, ce qu'on appelle l'évaluation ici, c'est simplement, bon, vous avez vu les critères HRES, dont l'idée c'est sélection. Bon, en gros, ces dossiers ne tiennent pas la route, mais normalement il ne devrait pas y avoir, puisque avec toute cette préparation, parce que quand même le SAB va intervenir, et au final,
c'est quand même la CRS qui va vous évaluer dans 4 ans aussi. Hein. Donc, voilà. Des questions sur cette démarche? Alors vous l'avez vu, le CRBSP ne validera pas toutes les lettres d'intention et toutes les équipes ne passeront pas devant le SAB européen. Tout simplement parce que la position qu'a pris le CRBSP, pour préciser, c'est dire des équipes qui sont en devenir et qui ne sont pas assez matures. C'est un peu dommage de les envoyer faire une évaluation devant un SAB externe pour qu'ils aient une note moyenne, voire péjoratif. Donc c'est plutôt l'idée, c'est que le CRBSP les conseille, leur dit voilà, c'est pas mal, mais vous pouvez progresser et on fera l'évaluation sur la prochaine itération. C'est pas la peine de vous envoyer entre guillemets au casse-pipe et avoir un échec. Et notre idée, c'est vraiment de faire ressortir les meilleures équipes du CHU pour pouvoir les pousser sur les 5 prochaines années. J'avais une question, excusez-moi. Est-ce qu'il y a un nombre d'équipes défini ou ça va être vraiment en fonction des dossiers? Non, il n'y a pas de... Non, on n'a pas fait d'a priori dans cette affaire. Hein, on n'a pas fait d'a priori. Hein, donc, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous regrouper. Hein. Vous avez vu les critères HRS, on va vous en parler. Donc, il suffit de les remplir, ces critères. Hein, c'est sûr que s'il manque beaucoup de critères, les SIGAP ne sont pas au rendez-vous, il n'y a pas de dossier ministériel, c'est sûr que ça fait des dossiers très faibles. Ça, je ne vous cache pas. Hein. Mais si, en vous regroupant, et que vous arrivez à remplir les cases, du coup, rentrez un peu dans le critère HRS. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à vous regrouper. Hein. En fait, il y aura au maximum 36 dossiers parce qu'il y a 36 disciplines médicales. Il y en aura beaucoup moins, en fait. N'hésitez pas à regrouper. Déjà, nous, on a déjà 4 qui sont regroupés. Hein. Professeur? Oui, j'ai 2 petites questions ponctuelles. La première, c'est quand vous parlez de consortium, ça inclut uniquement les équipes hospitalières et non pas les EPST en dehors du CHU. Non, c'est-à-dire que effectivement, c'est les équipes cliniques du CHU qui sont évaluées, puisque c'est la recherche clinique. Bien entendu, les équipes de recherche clinique, je pense qu'ils ont un pied aussi. D'ailleurs, c'est dans le dossier, il y a ce qu'on appelle un chapitre collaboration. Et bien sûr, les EPC sont bien sûr les bienvenus, et surtout dans le projet que va présenter, je dirais, le porte-projet, ou en tout cas ou le consortium d'équipes cliniques. Oui, mais les équipes EPST sont évaluées indépendamment, bien évidemment, par la HRS. Donc non, mais comme ça, ici, c'est la recherche clinique du CHU qui est évaluée. Hein, on n'évalue pas les EPST ici. Hein. Et l'autre question que j'avais, quand vous dites que toutes les équipes ne seront pas retenues par le CRBSP, ça veut dire que certaines équipes ne seront pas du tout évaluées par la HRS. Parce que je ne suis pas sûr que la HRS sera d'accord avec ça. Parce que la HRS veut évaluer toute la recherche clinique du CHU. Ce n'est pas à vous de décider qui peut être évalué par la HRS. Je ne crois pas. Non, ce n'est pas nous qui disons qui va être évalué. Mais c'est vrai, en gros, pour simplifier les choses, c'est-à-dire que si vous dites que je ne participe qu'à des protocoles, les SIGAP sont nuls, il n'y a aucun dossier ministériel, bon, je ne sais pas s'il faut vraiment faire venir le SAB, c'est-à-dire un expert européen, pour dire que c'est mauvais. C'est ça, je veux dire. Eh bien oui, mais je pense qu'il faut être... il y a des critères de la HRS qui sont là, il faut quand même les remplir. C'est pour ça que je dis que n'hésitez pas à vous associer, hein, à faire des forces. Le CRBSP ici aura un rôle plutôt, je dirais, je ne dis pas bête et méchant, c'est-à-dire c'est simplement regarder qu'à peu près, grosso modo, les critères sont remplis avant d'envoyer, les gens se font évaluer. Voilà, c'est ça le rôle du CRBSP. On ne va pas porter un jugement sur... D'ailleurs, on n'aura pas les compétences, tout ça, pour dire que ce projet va être très original, etc. etc. Ça, je pense qu'on n'a pas ça. Mais qu'on ait un dossier qui tienne un peu la route. Voilà. C'est sûr que sans PHRC, sans ANR, sans brevet, avec des SIGAP qui sont très bas, c'est très compliqué. De toute façon, cette année, l'évaluation HCRS, ils ont demandé et évalué surtout ils ont demandé valider 5 équipes de recherche. Hein, ils n'ont pas regardé tous nos médecins, toutes nos équipes. C'est 5 plus grandes équipes. C'est pour ça qu'on avait présenté nos 2 FHU labellisés, le FHU reconnu par UCA. Voilà. Ils ne sont pas dans la dynamique d'évaluer l'ensemble des équipes de toute façon. Après, ils peuvent demander le choix d'une équipe, bien sûr.
Juste pour rebondir, je suis d'accord avec ce que tu disais. Le problème, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose d'un peu plus large lorsqu'on a reçu l'HCERS, en essayant de présenter les perspectives du CHU, les FHU, les perspectives et tout l'ensemble des équipes, parce que c'est pas 4 équipes un CHU. Le problème, c'est que lorsqu'on leur a présenté ça, qu'ils sont venus, il y avait 4 experts de 4 disciplines et qu'on a été obligé dans le week-end de tout remodeler parce qu'on ne cadrait pas dans leurs critères. En fait, ils ont fait exactement ce qu'ils nous font dans les équipes, c'est-à-dire une équipe, une thématique, et je copie-colle ce qui est fait pour les EPST. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer dans 4 ans, mais s'ils nous refont la même chose, là, c'était plus des critères, on va dire, enfin, c'était des conseils amicaux. La prochaine fois, ça va être probablement différent, et on n'a pas envie de reproduire un peu les mêmes erreurs. C'est juste ça. Et c'est vrai que même eux, ils n'avaient pas... moi, je connaissais très bien une des évaluatrices. On leur a rien dit. Donc, en fait, ils ont fait comme on fait pour les EPST. Mais ta réflexion, tu as fait juste. Mais nous, on a fait comme tu avais dit. Et on a dû tout refaire dans le week-end. J'en vois qui hoche la tête parce que ça a été... J'ai une question sur l'HCERES. Je comprends très bien l'objectif, mais c'est un objectif ultérieur. Le CRBSP, je n'ai pas compris que son rôle, c'était de se préparer pour l'HCERS. Donc le CRBSP va préparer l'HCERS, c'est une bonne chose, mais il ne faudrait pas que les autres équipes qui justement n'ont pas les SIGAPS, qui ne se sont pas encore mis suffisamment à la recherche et qu'on essaye que vous essayez de mettre justement dans la course, et je suis à côté du CRC, à côté de moi de Christian Roux, que tout cela en fait n'est pas les conseils que pourrait donner le CRBSP, les encouragements et voilà. Donc je comprends, c'est beaucoup de travail en plus, mais il ne faut pas, à mon sens, il ne faut pas prêter qu'aux riches. Non, mais je n'ai pas dit qu'on va tout voter aux riches, c'est-à-dire que toutes les disciplines peuvent déposer un dossier. Hein. Mais ceci étant, il y a quand même ces critères d'achat qui sont là, ce n'est pas moi qui les ai inventés. Hein, l'excellence, etc. Bon. Comme j'ai dit, par exemple, nous, en Hépato, on va s'associer avec 4 disciplines pour faire un dossier. Hein, c'est quasiment officiel, on va le faire. Bon. C'est pour ça que j'ai dit, n'hésitez pas à vous regrouper, vous avez du temps, hein, c'est pas l'immédiat, mais c'est sûr que vous déposez un dossier d'une discipline. Il n'y a pas de mauvaise discipline en soi, souvent. Il y a des expertises qui sont là à droite et à gauche. Le but, c'est quand même de rassembler un peu les choses, ce qui fait qu'on a à la fin quelque chose de cohérent. Et ce qui permet à la fin d'avoir des dossiers. Il ne faut pas se voiler la face, on va être évalué. Hein. On va être évalué et au final, bien sûr, les experts vont parler de l'originalité, etc., etc. Après, on regarde aussi ce que vous avez fait en SIGA, on regarde ce que vous avez fait en SIGRE, on va regarder si vous avez déposé des dossiers, etc. On ne peut pas dire que vous êtes excellent s'il y a 0 dossier déposé au ministère, 0 PHRC, des SIGAP nuls et dire qu'on est excellent. Je veux bien, mais dans ce cas, je ne comprends plus. Jean, juste pour compléter, tous les dossiers envoyés seront évalués et auront les conseils du CRBSP. Seulement une partie sera envoyée au SAB, mais tout le monde aura le retour du CRBSP. Et puis, de toute façon, on est là pour vous, comme j'ai dit, on va dire plus au 17, là aussi pour vous conseiller. Vous voyez, il faut profiter de cette période-là et de voir un peu ce qu'on peut faire au mieux avec ce qu'on a, vous voyez, je veux dire. Hein. Ça, c'est... Voilà. Hein. Ne restez pas seul dans votre coin pendant cette période, etc., avec vos problèmes. Hein. On est là pour vous conseiller. Et donc, le but, c'est quand même d'arriver à des dossiers qui tiennent un peu la route, vous voyez, c'est ça. Qui est le CRBSP? Est-ce que tu peux nous donner Ben, il y a des cliniciens. Les cliniciens, ben, il y a moi qui suis présent. Après, il y a Denis Fontaine. Il y a 4 membres du CHU, 4 membres PST, 4 membres faculté. Vous voulez les noms? Ah ben bon, vous l'envoyez. On peut vous envoyer la liste. Hein. La liste, si tu veux. Mais le CRB ne sera pas là pour vous évaluer, c'est ça qu'il faut que vous compreniez maintenant. Avant, en 2012, c'était CRBS qui a fait cette évaluation locale. Notre rôle, c'est de vous conseiller. Si vous voulez, on s'attend un peu à ce que va nous dire la CRS dans 4 ans. Hein.
Donc le rôle ici, c'est pour ça qu'on a pris un SAB extérieur pour faire ce qu'on appelle l'évaluation. Hein. Mais ceci étant, le but, c'est pas d'envoyer les 30 dossiers comme ça. D'ailleurs, nous, on a fait l'effort de se réunir. Hein. Nous, en Epato, on s'est dit que si j'envoie seulement un dossier Epato, c'est pas suffisant. Donc, si je m'associe avec des collègues, etc., je pense que c'est un dossier qui tient la route. Hein. Bon, on verra, on va essayer de faire. Mais déjà, on sait que les critères sur lesquels on va nous évaluer, à 4, je pense qu'on a un bon dossier là-dedans. En fait, il y a 4 cliniciens, et après, il y a des représentants de l'INSERM, INRIA, CNRS, IRCAN. Je voulais savoir quel est entre guillemets, le bénéfice pour une équipe qui est déjà hyper affiliée à une EPST et dont l'équipe EPST va avoir l'HCERS. Quel est son bénéfice à avoir cette HCERS version clinique? C'est parfois difficile de faire la différence entre la recherche clinique et la recherche fondamentale pour certaines équipes. C'est-à-dire que l'évaluation HCERS est devenue obligatoire déjà. Maintenant, c'est une obligation. 2017, ça a été la première évaluation, donc obligatoire. Donc on sait dans 5 ans, ils vont revenir, ils vont réévaluer. Moi, je trouve que c'est très simple, c'est-à-dire que ça donne la lisibilité sur tout le système. Peut-être qu'il n'y a pas d'argent tout de suite comme ça, etc. Mais vous voyez très bien, il ne faut pas être dupe. Plus on est lisible, plus on est écouté, plus on peut faire des choses. Je crois qu'il ne faut pas être dupe. Oui, mais en fait, certaines équipes, elles vont être lisibles via leur PST à laquelle elles sont affiliées, et peut-être pas forcément via leur... parce que c'est vrai que c'est parfois un peu difficile d'être lisible en termes de petite équipe. Du coup, c'est pour ça, n'hésitez pas à vous regrouper. Moi, je ne peux pas vous dire plus. C'est-à-dire que l'exemple que j'ai pris, qui est mon exemple personnel, je sais très bien qu'en Epato seul, il manque beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que je me suis dit, il faut qu'on se regroupe. Et je pense à 4, avec la bactério, dont Raymond remis ici, parce que le microbiote nous intéresse au plus haut point. Peut-être le microbiote tout seul aura du mal, mais microbiote et métabolisme, ça fait tout de suite quelque chose. La chirurgie digestive aussi, vous voyez, et les perturbateurs endocriniens que fait DICOHE, ça nous intéresse beaucoup. Et ensemble, on va pouvoir bâtir quelque chose, je pense, qui va tenir la route. Voilà, l'essentiel, c'est d'être lisible, c'est tout. C'est pas dire qu'on est les meilleurs, mais c'est être lisible pour les autres. Alors, rendez-vous à la réunion technique le 17 décembre pour poser des questions. Oui. Merci, on voit que ça suscite. Pour répondre un peu plus précisément à Jean de la Monica sur sa question, le CRBSP, c'est une instance réglementaire et la composition des membres est décrite dans les textes. Donc les 4 membres, en fait, c'est les membres du CHU sont sur proposition de la CME. Les membres de l'université sont sur proposition du président de l'université, et les membres des EPST, c'est qu'on sollicite les EPST pour qu'ils nous désignent des représentants au nombre de 4. Et c'est un renouvellement de cette instance tous les, je ne sais plus de tête, je me tourne vers Sylvie, tous les 5 ans. Merci, professeur. Voilà. Ce n'est pas nous qui décidons des membres qui sont membres de cette commission. Le lien est tout trouvé parce que nous accueillons Monsieur Devos, qui est responsable de la cellule de bibliométrie du CNCR, qui va nous parler, il va nous montrer des diaporamas très intéressants sur notre activité, et qui fera le lien également sur les questions de la CERS, je crois. Merci. Bonsoir. Donc, d'abord, merci au CHU Nice de m'avoir invité. Donc, c'est la première fois, donc j'ai pas mal visité de CHU avec SIGAPS. C'est la première fois que je venais à Nice, donc voilà, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Alors, donc, on a déjà un petit peu parlé de SIGAPS, on a un peu parlé d'HCERS, on a un peu parlé de visibilité, puisque les 3 sont un peu liés. Donc là, en fait, moi, je vais essayer de vous faire une présentation en 3 temps. Donc déjà, quelques données SIGAPS sur le CHU Nice, puisque l'avantage de SIGAPS, c'est qu'on a des données qui sont relativement fiables, puisque validées par les médecins eux-mêmes. Voilà. Ensuite, revenir un peu sur l'impact des chartes de signature et des visibilités, puisqu'en fait, ça, c'est une grosse problématique qu'ont les universités, mais pas que, puisque vous allez voir que le CHU, il est aussi impacté dans la visibilité de l'université et vice-versa. Et enfin, un petit exercice de style, en gros, sur les données du CHU Nice, finalement, comment est vu le CHU Nice dans le Web of Science. Alors, donc effectivement, donc ça, ces tableaux-là, vous les connaissez, donc c'est des tableaux assez classiques de SIGAPS.
en fait, on a rajouté, et ça c'est une demande justement du HCERS, de compléter les données SIGAPS pour avoir un rapport qui sera préformaté pour toutes les évaluations des CHU à venir. Alors vous avez déjà fait l'exercice, j'ai pu comprendre, l'année dernière, donc vous avez un peu de temps, mais dans les prochaines évaluations, en fait, tous les CHU vont produire leurs données HCERS avec un gabarit qui va être complètement normalisé. Voilà. Donc c'est le gabarit qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors, donc, indépendamment des données SIGAPS, 2 ou 3 indicateurs qui vont être utilisés très couramment. Le pourcentage de AB, donc vous savez que évidemment, le nombre de publications de rang A ou B, c'est quand même extrêmement important. Le score moyen par publication, donc ça c'est quelque chose qui commence à être utilisé. Et surtout une demande très importante du HCERS, qui était de fournir systématiquement le pourcentage d'articles en premier ou dernier auteur. En fait, puisque vous savez bien qu'en général, quand on est premier ou dernier, c'est que l'établissement a coordonné le travail. Et donc de voir finalement quelle était la part de publication en coordination versus la part en collaboration. Alors, si on s'intéresse un petit peu aux données du CHU de Nice, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'effectivement, on a un taux de AB qui arrive à pratiquement 50% en 2017. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait une progression et surtout une hausse assez sensible à partir de 2013. Et ce que l'on voit, c'est que cette hausse, bien entendu, elle est quantitative, mais on voit aussi qu'elle est qualitative, puisqu'on voit que finalement la hausse, le différentiel qu'on observe, c'est surtout sur les publications de rang A, B et C, les publications en fait de rang C, D ou E, de D ou E restant plutôt stables au cours de la période considérée. Alors ces données-là, c'est intéressant quand on les a, mais finalement, on n'a pas de données comparatives, puisqu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qui se passe dans les autres CHU. Donc ça, c'était la demande, deuxième demande du HCERS, c'était de fournir, en fait, en standard, des ABAC qui permettent à chaque établissement de se comparer par rapport à l'ensemble des CHU. Donc là, les ABAC qui ont été utilisés et qui seront utilisés dès que le module sera déployé, ont été calculés, en fait, sur 48 établissements, les CHU, les 3 assistances Lyon, Paris et Marseille étant divisées par GH. Parce qu'évidemment, si on prend toujours l'AP dans sa globalité, forcément, ils ont toujours des masses énormes. Donc là, ces ABAC sont calculés sur 48 établissements. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir globalement le CHU, donc son CHU, en fait, moi, je fais exercice pour lui, vous doutez bien, par rapport aux autres. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, en termes de publication AB, le CHU de Nice est au-dessus de la médiane, et en fait se situe plutôt entre la médiane et le 3e quartile. On retrouve à peu près ça au niveau du score moyen. Alors je vais tout de suite faire un aparté, puisqu'en fait, je ne connais pas le contexte local, mais on a l'impression, quel que soit l'indicateur, qu'il y a une espèce de creux, en fait, en 2013. Donc je ne sais pas s'il y a eu quelque chose de particulier en 2013 à Nice, mais on voit qu'effectivement, que ce soit là, ici ou ici, en fait, on observe en fait un creux. Sinon, vous voyez que globalement, sur 3 indicateurs, le CHU de Nice est plutôt entre la médiane et le 3e quartile. Seul petit bémol, en fait, c'est l'évolution du score en base 100, c'est-à-dire que si on prend pour chaque CHU son score de 2008 et qu'on rapporte l'évolution des années suivantes, bien finalement, là, vous voyez qu'on est juste, en fait, à la limite du 1er quartile. Et donc, ça veut dire que globalement, là où on a observé au niveau des CHU une progression d'environ 50% du score sur les 10 dernières années, là, on est plutôt autour de 25%, puisque vous voyez que là, on est à peu près à 125 au niveau de Nice. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui va être utilisé maintenant de manière systématique pour l'évaluation de tous les CHU à venir. Ensuite, un deuxième indicateur qui est intéressant, là on n'est plus du tout dans les scores, c'est d'essayer de regarder en quoi un CHU est spécifique. Donc là, on va calculer ce qu'on appelle les indices de spécialisation. C'est quoi un indice de spécialisation? C'est tout simplement un ratio entre une fréquence observée au niveau local par rapport au national. Prenons par exemple les neurosciences. Si au CHU de Nice, on a 4,5% d'articles en neurosciences et qu'on en a 2,5 ou 2,25 au niveau national, on va avoir un indice de spécialisation de 2. Et donc là, en rapportant la part d'une discipline localement à la même part au niveau national, on voit les disciplines finalement où l'établissement est surspécialisé, c'est-à-dire des indices de spécialisation supérieurs à 1 ou sous-spécialisés avec des indices de spécialisation inférieurs à 1.
Donc là, en général, on fait l'exercice sur 2 périodes. Donc là, je vais utiliser la période 2008-2012 versus la période 2017. Ça permet un petit peu de voir l'évolution et finalement, est-ce que les indices de spécialisation ont bougé sur 2 périodes de 5 ans? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque effectivement, au CHU de Nice, on retrouve un indice de spécialisation très élevé, puisque 3,20 et 2,5 en dermatologie, en biologie cellulaire ou en orthopédie. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'apparition de 2 disciplines, puisque vous voyez que ici, la gastro-hépato et les maladies infectieuses étaient autour de 1,20, 1,25, et qu'elles sont de l'ordre de 1,60 à 65. Voilà, donc 2 disciplines qui ont fortement progressé par rapport à la moyenne nationale, la gastro-hépato et les maladies infectieuses. Enfin, donc pour finaliser un petit peu cette cartographie, de la même manière, si on fait une cartographie, alors, il n'y a pas tout le monde, hein, je vous rassure, parce que sinon on ne verrait rien, mais si on essaie de faire une représentation schématique à partir des publications, eh bien, on retrouve finalement les thématiques qu'on a retrouvées avant, dermatologie, maladies infectieuses, orthopédie, ici la partie cancéro, l'ORL, le poumon, et ainsi de suite. Voilà. Donc là, on a maintenant des outils, et l'HCERES va utiliser prochainement ces outils qui permettent finalement d'avoir une cartographie très fine des activités de recherche et de la production d'un CHU. Alors, tout ça, c'est bien, mais c'est une vision locale. C'est-à-dire que la DRCI, vous êtes au courant globalement des données SIGAPS, mais finalement, comment tout ça est vu de l'extérieur? Alors là, on va rentrer dans la problématique de la visibilité des institutions. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt une problématique universitaire avec ce qu'on appelle le syndrome de Shanghai, en fait, et le fameux classement de Shanghai, dont les politiques sont très friands, puisqu'à chaque fois, la première chose qu'ils veulent savoir, c'est combien il y a d'institutions françaises et d'universités françaises qui sont dans les 100 premières, ou dans les 200, ou dans les 500 premières universités internationales. En fait, cette problématique, jusqu'alors, elle n'était pas vraiment spécifique des CHU. Pourquoi? Parce qu'il y a jusqu'à pas très longtemps, on n'était pas considérés comme des établissements de recherche en tant que tels. Juste pour information, l'inscription des CHU au RNSR, le répertoire national des structures de recherche, ça date de quelques mois. Voilà. L'évaluation HCERES des CHU, ça date de pas très longtemps non plus. Voilà. Donc, avant, on n'était pas très concernés parce qu'on n'était pas considérés comme établissement de recherche. En fait, les classements, c'est quand même une problématique université. Pourquoi? Parce que bien souvent, les publications des CHU sont comptabilisées au titre d'université. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais pour l'OST, en fait, quand l'OST fait ses repérages et calcule, en gros, les indices de spécialisation par université, ils intègrent les données des CHU dans leur repérage. Finalement, quand on regarde, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que quand on analyse les données d'un CHU avec SIGAPS ou qu'on les regarde dans Web of Science, on a un énorme décalage. Pourquoi ce décalage? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une énorme dispersion des adresses. Alors, pourquoi c'est important de bien identifier nos publications? C'est très important au niveau local ou régional. Pourquoi? Parce que c'est très utile par rapport à des tutelles, par exemple conseil régional ou autre, d'être capable de démontrer l'activité de recherche du CHU, de l'université, de voir les collaborations entre les deux. Au niveau national, comme je vous le disais tout à l'heure, par exemple, l'enquête OST intègre les données des CHU au classement des universités de rattachement. Encore faut-il que l'OST soit capable de le repérer. Enfin, au niveau international, puisque certains classements, par exemple, comme le classement de Leiden, utilisent aussi les données des CHU pour les classements universitaires. Alors, globalement, comment on peut essayer de régler ce problème? En fait, il n'y a pas de 40 solutions. La seule manière, c'est de normaliser les adresses. Alors, normaliser les adresses, en général, on a 2 leviers d'action. Le premier, effectivement, c'est une charte de signature. Ça va permettre, en fait, une unification a priori. L'idéal, c'est au moment où on publie, d'avoir une adresse qui soit unifiée. On va voir juste après que ça ne suffit pas, puisqu'en général, entre le moment où on met une charte de signature en place, on peut compter 3 à 4 ans avant d'avoir les premiers résultats. Et ce qui est normal, puisque tous les articles qui ont été soumis, en général, on ne revient pas sur les adresses. Donc, en général, 3 à 4 ans avant d'avoir des premiers résultats. La deuxième possibilité, c'est de faire une unification a posteriori.
c'est-à-dire de travailler avec les éditeurs hein, pour dire, vous voyez par exemple, nous, je vais prendre l'exemple de Lille, l'hôpital Zwinguedo, l'hôpital Urier, l'hôpital Calmette, tout ça c'est un seul établissement qui s'appelle CHU de Lille, en fait. Voilà. Donc ça, tous les établissements essaient de le faire, et le CNCR notamment a travaillé avec les 32 CHU, y compris le CHU de Nice, pour unifier toutes les publications au niveau du Web of Science. Alors finalement, donc, après cette vague d'unification, on a essayé de voir quelle était la visibilité du CHU de Nice. Donc, on a extrait toutes les publications qui étaient dans SIGAPS, donc articles et reviews. Sur la période 2008-2017, toutes les positions, sauf la position d'investigateur list. Pourquoi? Parce que dans Web of Science, les investigateur list ne sont pas comptabilisés. En fait, ils sont que dans PubMed. Et bien sûr, validés dans SIGAPS. Et ensuite, on a fait l'analyse dans Web of Science pour regarder quelles étaient les institutions de rattachement et finalement, est-ce que l'unification a eu un impact? Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que finalement, sur les 4500 publications qui ont été retrouvées dans Web of Science, vous voyez qu'on a des chiffres extrêmement stables sur les 10 dernières années, avec 75% des publications qui font référence au CHU de Nice, 37% qui font référence à l'INSERM, 35% à l'University of Nice Sophia Antipolis, 28% Université Côte d'Azur Comus et 17% au niveau du CNRS. Déjà, un premier constat, on pourrait s'interroger, ce sont des données SIGAPS, en fait, donc, a priori, fait par des personnes qui sont au CHU. Donc, comment ça se fait qu'il y a un quart des publications qui ne sont pas rattachées au CHU? Voilà. Donc, on va essayer de voir un petit peu pourquoi on n'a pas ces rattachements. Si on reprend ces 4510 publications, vous voyez que, comme je vous le disais juste avant, il y en a 3391 qui sont correctement rattachées au CHU. En fait, quand je dis correctement, pas tout à fait. Puisqu'en fait, vous voyez qu'on retrouve 75%. Pourquoi? Parce qu'on a pris en compte toutes les variantes. Vous voyez que si on avait pris que les adresses CHU Nice en tant que telles, on en récupérait 1033. Donc ça veut dire non pas 75%, mais 25%. On en récupère 75% parce qu'à côté de CHU Nice, on a mis tout un nombre de variantes. Alors je n'ai pas mis tout, hein, je vous rassure, en fait, et il y en a beaucoup, mais je vous rassure encore, c'est pareil partout. Voilà, donc il n'y a pas qu'à Nice. Donc, voilà, c'est ce travail d'unification qui a fait que globalement, 75% des publications qui sont dans SIGAPS sont bien correctement rattachées, en fait, hein, au CHU de Nice. Par contre, et c'est là tout le problème, c'est qu'il y a des publications qui ne font pas du tout référence au CHU. Comme, inversement, il y a des publications qui ne font pas du tout référence à l'université. Et dans ce cas-là, on peut faire ce qu'on veut, on ne pourra jamais les rattacher. Parce que pour pouvoir les rattacher, il faut qu'il y ait au moins une référence indirecte. Et finalement, si on regarde ces références indirectes, eh bien, vous voyez que sur les 25% qui restent, eh bien, en majoritairement, c'est des articles qui ont été cités au nom de l'université, de l'INSERM ou du CNRS. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est de voir que tout ça, ça a un impact. Hein, puisque si on regarde globalement ce qu'on appelle les highly cited papers, donc vraiment les papiers qui sont dans le top 1% des papiers les plus cités au niveau mondial, ben vous voyez que parmi ceux qui sont correctement rattachés au CHU, on en a 89, mais parmi ceux qui ne sont pas rattachés au CHU, on en perd 21. Voilà. Donc vous voyez que même en termes d'impact des publications, tout ça n'est quand même pas anodin. Charte de signature, d'après ce que j'ai pu comprendre, assez récente en 2017. Donc on a juste fait un petit zoom. Alors il vaut ce qu'il vaut, hein, puisqu'il n'y a que 500 publications SIGAPS. En plus, l'année n'était pas encore complètement terminée. Donc sur ce qu'on a déjà retrouvé en termes de publications en 2018, on en a retrouvé 385 dans le Web of Science. Et là, vous voyez que globalement, pour l'instant, on retrouve à peu près les mêmes chiffres. Mais comme je vous le disais, de toute façon, il va falloir attendre encore 1 an ou 2 vraisemblablement avant d'avoir des résultats tangibles en ce qui concerne l'application de la charte de signature. Pour conclure, quelques mots. D'abord, globalement, c'est très classique. Les chiffres que je vous présente ici sont grosso modo les mêmes un peu partout. On a un CRB spécial à Lille dans quelques jours, en fait, où on va présenter les mêmes chiffres. Et je vous rassure, alors c'est pas rassurant, mais on a exactement le même constat. Voilà, 25% en gros des publications qui ne sont pas rattachées au CHU. Une charte de signature effective. Voilà, maintenant elle existe, elle a le mérite d'exister, à suivre. En pratique,
quelques règles que nous on essaie de répéter et répéter. Nécessité de citer toujours toutes les tutelles. Voilà, c'est-à-dire que globalement, on rabâche toujours le même discours. Globalement, on est un CHU, nos équipes, elles sont en co-tutelle, et donc on ne cite pas une fois le CHU parce que c'est un essai clinique et qu'on dit, l'essai clinique, il a été fait au CHU, donc l'université et l'INSERM, en fait, n'ont pas à être cités, ou au contraire, ce travail-là, c'est un travail que j'ai plus fait dans mon équipe de recherche fondamentale, c'est pas un travail CHU. Non, puisque si on fait ça, on aura toujours 25% des publications qui ne seront pas citées pour le CHU et 25 ou 30% qui ne le seront pas pour l'université. Donc, essayez systématiquement de citer toutes les tutelles. Deuxièmement, vérifier les adresses avant soumission et surtout quand on n'est pas corresponding auteur. En fait, nous, on a essayé de regarder un petit peu à Lille, mais je pense que c'est un peu partout pareil. On s'est rendu compte que les publications, en fait, où on avait les plus forts taux de non-rattachement, c'est les publications pour lesquelles nos médecins sont en position intermédiaire. C'est-à-dire que le corresponding auteur qui est dans un autre établissement a pris une adresse qu'il connaissait, en fait, et on n'a pas encore le réflexe actuellement, autant on vérifie la partie résultat d'un papier, on n'a pas encore le réflexe de vérifier les adresses qui ont été utilisées par le corresponding auteur. Et ça, c'est le message que nous, on essaie de faire passer, de vérifier maintenant systématiquement les adresses qui sont utilisées. Voilà, je vous remercie. Merci Monsieur Devos, c'était très intéressant. Des questions? Non, une ou deux questions sur... En tout cas, merci beaucoup. Les tableaux qui vous ont été proposés ce soir, ils seront diffusés, bien évidemment. Et Monsieur Devos a eu la gentillesse de nous montrer un outil qui devrait, espérons-le, être à notre disposition rapidement pour qu'on puisse faire les mêmes simulations au niveau du CHU, se comparer, et au niveau des pôles. Donc ça sera très intéressant, je pense. Et d'où l'important de la charte de signature « Je publie, je signe » que nous avons mis en œuvre et déployée depuis l'an dernier, parce que nous avons fait des tirages au sort sur les publications des médecins. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est qu'on a très peu de résultats positifs, puisque 100% des prélèvements qu'on a fait, si je peux dire, pour voir si la charte de publication a été respectée, on a 0 retour positif. Donc mais comme vous dites aussi, c'est des papiers qui ont été soumis très souvent avant la publication. Nous accueillons maintenant monsieur le professeur Hassen Kodja qui va nous présenter un PHRC qu'il a obtenu il y a quelques années, pour lequel on est en phase de finalisation et on espère d'une très belle publication. À vous, professeur. Bonsoir à tous. Alors, PHRC-ECA, d'un appel d'offres ministériel au dépôt d'une publication. Alors, j'avoue que je ne savais pas trop au départ comment vous traitez cette question. Je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous rentrer dans les détails des chiffres de cette étude. Je vous ferai une présentation très sommaire du PHRC-ECA et je vais surtout vous exposer ce qui, à mon sens, ont été les points forts et puis les points faibles de ce PHRC. Alors, il y a 3 phases. La phase avant, c'est répondre à l'appel d'offres en faisant avec une rédaction de protocole. Il y a la phase pendant, c'est la phase du déroulé de l'étude. Il y a la phase après, qui est la collecte des données, la rédaction et la soumission pour publication. Donc pour chacune de ces phases, je vous dirai ce qui, à mon sens, a été un point fort et un point faible. Alors tout d'abord, rapidement, qu'est-ce que ECA? C'est un PHRC national 2010, donc vous voyez, ça remonte à 8 ans. Échodoppler versus scanner injecté pour le suivi des endoprothèses aortiques abdominales. En effet, aujourd'hui encore, le scanner injecté est l'examen de référence réglementaire recommandé pour le suivi des endoprothèses aortiques une fois par an. Or, depuis plusieurs années, on se pose la question de remplacer ce scanner injecté par une échographie abdominale, pas de rayon, pas d'iode, ça coûte moins cher. Mais encore, faut-il prouver que cela est possible. Or, jusqu'à aujourd'hui, aucune étude contrôlée prospective n'a pu faire la preuve que l'échographie peut remplacer le scanner. Donc c'était la question ECA, est-ce que l'échodoppler peut remplacer le scanner injecté? Et de façon très simple et schématique, qu'est-ce qu'on a fait? Dans le suivi, à l'examen,
on a fait de façon simultanée et un scanner injecté et une échographie en double aveugle. Alors, quelles sont, dans cette phase, donc première phase, avant, c'est réponse à l'appel d'offres avec la rédaction du protocole, quels sont pour moi, qu'est-ce qu'ont été les points forts? Tout d'abord, il faut avoir une idée pour un PHRC, une idée innovante. Et là, on avait vraiment une idée qui était forte, une idée qui intéresse beaucoup tous les chirurgiens vasculaires, savoir si on peut passer à l'échographie. Donc, une idée comme ça, pour un PHRC, personnellement, je pense qu'on peut en avoir une par an. Alors, quand vous avez une idée comme ça, une par an, il ne faut surtout pas la laisser tomber, il faut aller au PHRC. Alors, c'est bien d'avoir une idée, mais ensuite, il faut motiver les collègues et les co-investigateurs. En chirurgie vasculaire, on a une association universitaire de recherche en chirurgie vasculaire. Je pense qu'il y a des choses équivalentes dans d'autres spécialités, dans toutes les spécialités. Donc, c'est un ensemble des universitaires en chirurgie vasculaire qui se regroupent pour des études multicentriques. Ce qui est important, c'est d'avoir l'adhésion des collègues au protocole. Il faut discuter avec eux, leur proposer ce protocole, et surtout, en particulier pour les chirurgiens, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, un protocole très simple. Alors je leur ai fait un gros mensonge, je leur ai dit, c'est très simple, dans votre suivi, vous ne changez rien, sauf que vous rajoutez une échographie. Ça, c'est la vie réelle. En fait, il faut bien se dire, pour un PHRC, ça ne peut pas être ça. Il y a bien sûr le double aveugle, écho-scanner, il y a des critères d'inclusion, etc. Il y a un contrôle. Mais néanmoins, il faut essayer de faire un protocole simple qui colle à la réalité. Ensuite, il y a la rédaction du protocole, mais ça c'est très simple, il y a des maquettes à la DRCI, on vous aide beaucoup. Et bien sûr, je remercie la DRCI, en particulier Eric Fontas qui m'a beaucoup aidé, en particulier pour le chapitre méthodologie, statistique, auquel je ne comprends rien. Alors, par contre, c'est très important, c'est qu'en fonction de votre type d'étude, il y a publié des recommandations de la méthodologie que vous devez employer. Et à ce stade-là, il ne faut pas faire d'erreur. Un point important, Eric Fontas m'a demandé combien tu estimes les événements qui vont survenir lors de la visite. Alors ça, c'est difficile à répondre parce que comme il n'y a pas d'études contrôlées, d'études prospectives, on va dans du rétrospectif non contrôlé et j'ai avancé le chiffre de 10%. C'était un petit peu, j'avais l'impression que c'était un petit peu un coup de poker. On verra si ça a été vérifié. Mais c'est important pour la taille de l'étude, pour le nombre d'échantillons qui ont été déterminés pour l'analyse statistique. Alors les points faibles, on a bien sûr déposé et enregistré notre étude en clinical trials, mais on n'a pas, et ça je crois que c'est une erreur, on n'a pas publié le protocole et le plan statistique. Alors c'est important de le faire, et si c'est à refaire, je le ferai, parce que ça fait gagner du temps, et en particulier lors de la soumission, si on a déjà publié tout le protocole, et c'est très simple à faire, il y a beaucoup de façons de les publier, en particulier des revues spécialisées pour ça. Gros point noir, le CRF papier. Alors aujourd'hui, tout le monde, je pense, fait des CRF électroniques, mais à l'époque, en 2010, ça ne se faisait pas trop, et j'avoue que c'est la galère, ces CRF papier. Donc je déconseille absolument. Enfin, un point faible, sans doute le budget, mais ça c'est peut-être assez commun, assez banal. Il aurait été souhaitable pour ce protocole, avec des centres investigateurs assez nombreux, on avait 15 centres très actifs en France, c'est d'avoir un arc local qui suive le protocole dans chaque centre. Et ça, on n'a pas eu trop. On avait bien sûr la DRCI de Nice qui est venue faire de nombreux voyages à droite et à gauche, mais ce n'était pas tout à fait, à mon avis, souhaitable pour bien suivre l'étude. Alors après, il y a le pendant, c'est le déroulé de l'étude. Alors là, il n'y a qu'une chose qui est très importante, mais c'est capital, c'est le nombre d'inclusions. Vous le savez tous, une grande partie des PHRC échouent parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'inclusion. Alors il faut motiver les équipes, newsletters, réunions, etc. Alors moi, j'avoue que franchement, j'ai beaucoup été aidé par le fait que je suis président de la sous-section du CNU. Et c'est vrai que pour des universitaires qui sont parfois en demande ou de promotion ou de nomination, ça peut aider. J'ai eu au niveau de ce déroulement, je tiens à souligner le travail important d'Estelle Martinez de la DRCI, parce que comme je vous l'ai dit, il fallait qu'elle soit dans toutes les villes de France, à droite et à gauche, pour surveiller le déroulé de cette étude. Donc on est arrivé, 660 patients inclus, pour la chirurgie vasculaire, c'est un record pour les PHRC en chirurgie vasculaire, et on a eu 940 visites, c'est ce qu'on voulait atteindre en termes pour avoir une analyse statistique satisfaisante.
Alors, qu'est-ce qui n'a le point faible dans le déroulé? Il y avait des rares centres qui n'incluaient pas, et très peu. On a eu des centres très actifs, une quinzaine. Mais par contre, je l'ai dit déjà, pas d'arc local pour bien faire le suivi du protocole. Et pour donner un exemple, à Bichat, ils ont inclus des malades, mais ils n'ont pas fait signer le consentement éclairé aux malades. Ça paraît aberrant pour un PHRC. On a dû fermer Bichat. Donc après, c'est bien sûr la collecte des données et la rédaction médicale et la soumission. Alors les points faibles, je l'ai dit, protocole et plan statistique non publiés. Il a fallu après se dépêcher à traduire, publier. On en a discuté avec Éric Fontas. Le CRF papier, c'est un cauchemar. Près de 1000 dossiers, 1000 visites, des dizaines de milliers de données à rentrer. Merci Christine qui a passé des jours et des jours à tout rentrer là-dedans. C'est un travail incroyable. Alors les points forts. L'évaluation du taux d'événement, je vous avais dit, j'avais dit 10%. Résultat, premier résultat, on était à 9,7%. Pile dedans. J'ai dit ouf. Donc l'analyse statistique avait toutes ses forces du fait de la bonne évaluation du taux d'événement. Ensuite, après, c'est Coralie qui a pris les chiffres. On a eu l'impression qu'on nous avait pris l'étude, la DRCI nous avait kidnappé l'étude, on ne savait plus trop ce qui se passait. Et puis un jour, elle nous a donné les résultats. Et là, on était certain que l'étude dirait oui, on peut remplacer l'échographie par le scanner. Et puis la réponse était non. Alors on était un petit peu sidérés. Pendant 2 jours, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on va faire? Alors l'étude négative, ce n'est pas tout à fait une étude négative. Une étude négative, vous savez, hein, si un médicament marche, vous le publiez. S'il ne marche pas, vous ne le publiez pas, en gros. Mais là, ce n'était pas tout à fait pareil. Et en fait, on a eu de la chance, c'est que l'actualité, aujourd'hui, c'est qu'il y a une polémique très importante soulevée par les Anglais, encore eux, sur les endoprothèses aortiques. Ils vont publier en décembre, mi-décembre, dans le, vous savez, NICE, c'est l'équivalent de la HAS, leurs recommandations sur les endoprothèses aortiques, et ils ont un très net recul sur les endoprothèses aortiques, en particulier pour le problème du suivi, et c'était la question traitée par ECA. Et donc, lorsqu'on a soumis notre travail dans une revue, dans la lettre d'introduction, la cover letter, on a justement fait allusion à cette polémique et à ces recommandations qui allaient être publiées. Donc on a écrit le papier et on a fait un pré-reviewing, si je peux me dire, pour une société qui s'appelle New Med Publishing Service, qui a été créée en 2005, je crois, par Erwan Flock. Peut-être certains le connaissent, c'est quelqu'un de remarquable. Erwan Flock a créé cette société en 2005 et avant, il était correspondant en France du New England Journal of Medicine. Et il vous relit votre article, il corrige quelques petites fautes de syntaxe en anglais, mais surtout, il vous le formate pour une revue type New England ou Lancet, et il fait un travail remarquable. Je vous fais la publicité pour Erwan Flock, parce que c'est vraiment quelqu'un de remarquable. Donc, on a soumis au Lancet, il y a quelques jours. Première étape, c'est bien sûr le reviewing interne éditorial, 60% d'échecs. On a passé, au bout d'une semaine, on a eu réponse favorable. On passe au reviewing maintenant externe. Reviewing externe par 3 reviewers. Là, on est en cours. On devrait savoir la semaine prochaine si ECA reste dans Lancet ou si ECA continue son tour du monde pour soumission. Donc, en conclusion, le PHRC, c'est vraiment un travail de longue haleine. 2010, 2018, 8 ans. C'est une formidable aventure, c'est passionnant. Moi, j'aurais voulu, mais je ne sais pas comment faire, pour vous donner envie de faire un PHRC, que tous mes collègues ici fassent un PHRC, parce que c'est vraiment une expérience très enrichissante. Vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Il faut faire des PHRC. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, pour tout universitaire, doit se faire un jour ou l'autre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur, et on vous souhaite plein de succès pour cet article. Des questions sur ce PHRC ou sur le cheminement d'un PHRC? Non, alors notre programme va bientôt s'achever. Pour ces 25e anniversaires, nous avons travaillé avec le bureau de la DRCI pour proposer un prix
avec deux lauréats possibles. Et nous avons choisi d'essayer de remercier le travail qui est fait par tous les arcs terrain et les infirmières de recherche sur le terrain. Donc nous avons demandé à chacun de déposer un projet qui permettait de favoriser la recherche au CHU de Nice en termes d'organisation, en termes d'inclusion, en termes d'optimisation du travail pour la réussite de nos projets de recherche. On a eu un beau succès puisqu'on a plus d'une dizaine de projets qui ont été déposés. Bien évidemment, il n'y aura que 2 lauréats ce soir. Néanmoins, vu la qualité des projets qui ont été déposés, c'est un travail qu'on va engager avec Sylvie Malherba. Il y a des thématiques qui se regroupent, donc on va former des groupes de travail pour analyser plus en détail vos projets et, si possible, les déployer sur les autres unités de recherche du CHU pour favoriser aussi ce travail qui a été valoriser ce travail et pouvoir le déployer sur l'ensemble de notre structure si possible. Je remercie le jury qui a participé à cette analyse des dossiers. Dans le jury, pour vous citer, il y avait professeur Passeron, président de DRCI, moi-même, Sylvie Malherba. Je remercie Monique Mazard, que j'ai vue tout à l'heure, qui est notre directrice de la qualité, qui a bien voulu jouer le jeu. Et je dois l'avouer, c'est elle qui a mis les moins bonnes notes du jury. Et ainsi qu'une Arc Projet de Bordeaux, c'est ça, de Bordeaux, qui est... C'est la responsable de promotion interne de Bordeaux qui était notre caution externe pour évaluer ces projets. Donc j'appelle Thierry Passeron. Monique, tu peux aussi nous rejoindre pour remettre les prix si tu veux, avec plaisir, avec Sylvie. J'en profite, mais ça a été dit tout au long de cette soirée. Après la remise des prix, alors le prix, il y en a un de 5 000 euros, de 3 000 euros. C'est vraiment de l'argent qui va servir pour le terrain, les arcs et les infirmières de recherche. Cette enveloppe va être gérée par la DRCI et ça va vous servir à avoir des conditions de travail meilleures que celles que vous avez aujourd'hui. Pour exemple, si vous avez besoin d'un ordinateur portable, on vous achètera un ordinateur portable. Si vous voulez un bureau moderne, digne de ce nom, et plus la table en fer avec les tiroirs rouillés, on vous achètera aussi un bureau, etc. Mais on veut vraiment que cet argent vous serve à vous pour votre quotidien, votre travail, améliorer vos conditions de travail. Ça, c'était le premier point. Et je voulais remercier vraiment, ça a été dit toute la soirée, mais vraiment, alors bien sûr les médecins qui font la recherche, qui font de l'excellence et de l'excellence en recherche au CHU de Nice, mais aussi les équipes de la DRCI qui font un travail réglementaire et de suivi de tous vos projets qui sont, je dois dire, exceptionnels et avec les moyens qu'on a. On a cité plusieurs fois la cellule d'assistance méthodo. Il faut savoir que cette cellule est en difficulté en termes de sous-effectifs et de compétences depuis de nombreuses années. Mais ils essayent quand même de vous accompagner au maximum. Et on l'a vu ce soir, qu'ils font du travail remarquable aussi. Thierry ? Oui, alors j'ai juste le plaisir d'annoncer les lauréats. Et je voulais juste dire un point, ça a été dit, mais ça a été dit par tous les orateurs ce soir. La recherche, c'est pas que les médecins. Et je pense que c'est bien que pour une fois, on pense aussi à tous ceux qui font le travail toute la journée, hein, les arcs et les IRC. Et je trouve que c'est une très très bonne chose et je souhaite, et je pense que ça va continuer, que ce prix soit continué chaque année. Et en tout cas, merci, parce que j'ai appris beaucoup de choses et je vois qu'il y a beaucoup d'initiatives dans toutes les unités de recherche. Et je trouve que c'est vraiment très très bien et il y a des idées qu'on va essayer de développer. Alors ça, c'était l'ensemble des dossiers. Et donc les deux lauréats sont l'URC de gastro-entérologie et l'URC de pneumologie. Si vous voulez bien venir ici. Un grand bravo si vous voulez bien descendre et recevoir ce petit chèque.
félicitations à vous tous. On vous invite maintenant à un buffet, pardon, le mot m'échappe, un buffet où il y aura une surprise avec un gâteau d'anniversaire pour les 25 ans de la recherche au CHU de Nice. Ah oui, dans tous les dossiers, vous avez une enquête de satisfaction pour la soirée. Merci de la remplir et de nous la donner avant de partir, s'il vous plaît. Et merci à tous. Thank you.